grand problème aujourd'hui des dangers qui nous environnent, même s'ils sont réels, c'est on développe un besoin inconscient et entretenu par d'autres puissances conscientes qui nous gouvernent, de les prendre au sérieux afin de trembler et d'arrêter notre élan vital qui est le seul capable de nous donner les anticorps pour dire qu'est-ce que c'est que cette histoire. Moi, quand j'entends l'Apocalypse, j'entends oui, c'est une bande d'anges qui jouent de la trompette. C'est un orchestre. Non, c'est vrai, c'est l'image de la trompette qui l'emporte. Je ne sais pas pourquoi. Et puis, c'est pas parce qu'on est à Marseille, mais je pense, malgré moi, à la fameuse recette de Pagnol sur, je ne sais plus si c'était le pastis, tu mets un tiers de pastis. C'est le PO. Le PO. Un tiers, le picon, merci. J'ai pas révisé. Heureusement que l'Esprit Saint nous souffle. Mais oui, donc tout marche par tiers dans cette histoire. Donc bon, on va peut-être s'offrir un quart d'optimisme à notre manière. Ah oui, je croyais que vous vouliez parler du doping à la mode à Marseille. C'est le PO, c'est eau, pastis et olive. Et que c'est un doping qui marche très bien et qui est légal, celui-là. Oui, ça on verra peut-être ça après le débat. L'Apocalypse, pour vous, Boris Cyrulnik, qu'est-ce que c'est ? Alors que pour répondre à cette question, j'ai interrogé la Piti, qui m'a dit que après l'Apocalypse, voilà comment ça se passera. Un garçon de 16 ans tombera amoureux d'une fille de 14 ans. Le garçon s'appellera Roméo et la fille s'appellera Juliette. Mais comme la technologie aura fait énormément de progrès, le garçon, dès l'âge de 13 ans, aura déposé dans une éprouvette des spermatozoïdes qui auront été mis au frigo et ensuite on lui aura ligaturé les déférents. Quant à Juliette, dès l'âge de 12 ans, on lui aura pris 50 ovocytes qu'on aura mis au frigo et tout de suite après, on lui aura ligaturé les trompes. Donc on aura fait une séparation totale de la reproduction et de la sexualité. Et ça sera vraiment apocalyptique, c'est-à-dire que ça fera surgir quelque chose qui n'existait pas avant. Voilà, puisque l'étymologie de l'Apocalypse, c'est la révélation. Voilà. C'est que la révélation qu'ils ont un temps libre extraordinaire. Alors, cette séparation de la reproduction et de l'acte sexuel va complètement métamorphoser la condition humaine de Roméo et Juliette. Donc, ils se rencontreront, ils tomberont amoureux malgré leurs parents, puisque l'amour est une fonction révolutionnaire. On ne tient pas compte de la couleur, de la religion, du portefeuille des parents quand on est amoureux. C'est pour ça que c'est révolutionnaire. Ils décideront donc d'avoir des relations, des actes sexuels, mais cet acte sexuel sera réduit à l'aspect tromblon, puisqu'il n'y aura pas de reproduction. Et comme ils verront que le couple tient bien, ils décideront un jour d'avoir un enfant. Alors ils se prendront par la main et ils iront chacun dans leur frigo et ils provoqueront l'accouplement entre l'ovocyte de Juliette et le spermatozoïde de Roméo. Cet accouplement se passera dans une tubulure. Et cette tubulure ne sera pas sacrée, cette tubulure sera aseptique. Donc il y aura l'apocalypse, c'est-à-dire qu'avant, on se reproduisait avec les moyens invraisemblables, les moyens artisanaux, les moyens archaïques dont on parlait il y a quelque temps, mais qui marchent très très bien. La preuve, c'est que il y a 2,5 millions d'années, il n'y avait pas beaucoup d'hommes sur Terre, et puis un jour, un homme a dit à une femme « Tu as de beaux yeux, tu sais », et aujourd'hui, il y a 6 millions d'hommes sur Terre. Donc c'est une phrase dangereuse. C'est une phrase qui provoque la surcopulation. Alors, comme la technique sera bien développée, l'accouplement se sera fait, la fécondation se sera fait dans les tubulures, et Juliette aura une carrière à faire, elle aura une aventure sociale à faire. Donc on portera la tubulure qu'on plantera dans un utérus de chèvre, de façon à, grâce aux immunosuppresseurs,
on supprimera les réactions allergiques grâce à la cortisone et aux hormones, on fera gonfler l'utérus, et un jour, Roméo et Juliette se tiendront par la main et verront sortir de la chèvre leur propre enfant, qu'ils n'auront pas conçu par les moyens archaïques dont j'ose à peine parler. Donc ça veut dire que grâce à la technologie, la condition humaine sera complètement métamorphosée, ce qui veut dire que la famille n'aura pas le même sens, on n'aura plus besoin de famille avec une société bien organisée, on n'aura même plus besoin de couple, puisqu'on pourra faire des couples en CDD, des contrats comme ça se faisait déjà avant l'Apocalypse, c'est-à-dire des contrats à durée très très déterminée, très brève. Et puis, grâce au développement de la technologie apocalyptique, on va vivre maintenant dans la philosophie du tromblon. Roméo et Juliette ne se marièrent pas, ne s'accouplèrent pas pour faire des enfants. Ils eurent, comme tout le monde à cette époque-là, 1,2 enfants. Et ils vécurent une existence confortable, ni heureuse ni malheureuse. Et ils seront un jour très surpris quand on leur posera cette question archaïque, quel est le sens de la vie ? Et il faut dire que cette situation que vous dépeignez a un immense avantage, puisque en fait, on est obligé de trahir un secret défense parce que cette fable est un scénario qui fait partie de la politique de George Bush et des mesures qui seront mises en œuvre, car enfin, on va pouvoir éliminer ce douloureux problème de l'avortement. Il ne sera plus du tout question de se poser, puisque on est certain qu'en faisant l'amour, il n'y aura aucun danger d'arriver à cette chose épouvantable d'un enfant non désiré qui fait partir. Là, au moins, tout se passe dans le frigo, tout est propre, tout est net, tout est clair. Donc, je pense que mon apocalypse à moi est la suite de la vôtre, si je peux me permettre. Je vais marcher dans les traces, parce qu'ils n'ont pas fini leur vie, Roméo et Juliette. Quand on est en couple, il ne suffit pas de vivre d'amour et d'eau fraîche. Surtout quand l'amour, on voit qu'il n'est plus très torride et que l'eau, on sait qu'elle n'est plus très fraîche non plus. Donc, ils sont bien obligés de manger. Alors, que mangent-ils ? Ils mangent bien sûr ce qui est à disposition, c'est-à-dire une alimentation composée à 99,9% d'OGM. C'est la marge légale pour les assurances. 100%, c'est jamais, il faut garder 1% quand même de sécurité. Et alors pourquoi mangent-ils tous ces OGM ? Parce que, évidemment, autrefois il y avait la parité, le choix entre l'agriculture traditionnelle, la biologique et puis les OGM. Puis il y a eu cette invention épouvantable de la nature qui s'appelle le vent, puis les insectes, qui fait que tout est devenu OGM. Alors il y a quelques illuminés qui avaient agité le drapeau du danger, il y en a quelques-uns dans la salle, Jean-Marie Pelt, Gilles Serralini. Évidemment, on s'était hâté de les museler, en disant « ce sont des artistes, ce sont des poètes, laissez-nous travailler ». Parce qu'en fait, qui a travaillé pendant toutes ces années ? Ce sont les juristes. Et là, je me permets de citer Gilles Serralini, qui, tout à l'heure à table, m'a expliqué comment ça s'est passé. Le jour où Monsanto a décidé de ne plus faire des pesticides, mais de fabriquer donc, les OGM, c'est-à-dire de modifier le gène de la plante pour qu'elle se défende elle-même contre les prédateurs. Et alors, bien sûr, il aurait fallu normalement faire des tests, vérifier s'il n'y avait pas de danger sur le consommateur. Et alors, Gilles m'a appris un terme que je trouve extraordinaire, c'est-à-dire qu'une équipe de juristes, bien sûr, énorme, qui travaillait depuis 10 ans sur le dossier, a inventé le concept, la parade absolue, qui s'appelle la distorsion de concurrence. C'est-à-dire, ils ont dit, ah non, on ne peut pas perdre du temps à faire des tests et perdre de l'argent, parce que pendant ce temps, l'agroalimentaire traditionnel va nous prendre de vitesse, nous, la biotechnologie. Donc, c'est une concurrence déloyale, et là, on sait qu'aux États-Unis, on ne pardonne pas avec ça, et donc, on s'est mis à faire circuler ces produits sans contrôle, et puis, bien sûr, ils sont venus en Europe,
Il y a eu un jour dans un festival qui s'appelait autrefois Sciences Frontières, qui se passait à Cavaillon à un moment de sa vie, et une dame qui était ministre à l'époque, qui s'appelait Corinne Lepage, qui s'appelle toujours Corinne Lepage, même si elle n'est plus ministre et qu'elle a une activité toujours aussi efficace. Les spécialistes, comme Jean-Marie Pelt et Serralini, lui expliquent les dangers des OGM, et puis et elle décide d'interdire. Et puis les élections arrivent, il y a un changement de majorité. Au ministère, quelqu'un d'autre arrive, qui était Dominique Voynet, et on se dit, bon, enfin, les Verts, quand même, vont être méfiants. Et puis non, apparemment, comme la droite avait décidé d'interdire, la gauche a dit non, on dit oui, on autorise, mais on crée une commission de réflexion. On est en démocratie, c'est-à-dire on autorise d'abord, et puis après, on convoque des gens qui vont réfléchir pendant un an pour savoir si finalement on a bien fait ou non d'autoriser. Puis, donc, pour en revenir à Roméo et Juliette, qui donc, quelques temps après, consomment donc ces OGM, et en fait, ils ne sont pas particulièrement malades, pas plus malades qu'avec tout ce qu'ils prennent d'habitude comme autres substances, de médicaments génériques ou non génériques. En revanche, il se passe un autre phénomène, c'est que qu'ils ont perdu, ce qu'on disait tout à l'heure, l'élan vital. C'est-à-dire qu'ils ont eux aussi leur apocalypse, c'est-à-dire ils ont leur révélation. Et ils se disent, finalement, pourquoi on se fait chier sur Terre ? En fait, à quoi on sert ? Notre descendance est dans le frigo, l'avenir est assuré, les tubulures sont prêtes, nous aurons accompli notre mission d'être humain, on n'a rien à se dire, quand on fait l'amour, il n'y a pas de danger, il n'y a plus de piment, il n'y a plus de... Et petit à petit, cet élan vital baisse, et puis ils vont se laisser mourir, ou alors ils vont se suicider, comme dans des pays qui sont paradoxalement les pays les plus dits civilisés du monde. Vous remarquez que un pays civilisé aujourd'hui est synonyme de pays économiquement productifs et très performants. Civilisation est quand même devenu un terme un peu différent de celui que les Grecs employaient. Et donc, ils se laissent mourir ou ils se suicident, comme au Japon. Mais là, au Japon, on a énormément de suicides ou de meurtres par excès de travail, de stress. Et puis, on a des pays comme la France où on a l'impression, car nous détenons ce terrible record européen, sinon mondial, de suicide chez les jeunes, que certains baptisent du syndrome du glandage. Bon, je pense que ce n'est pas le seul facteur, mais d'où vient c'est même pas une pulsion de mort, c'est un élan vital qui disparaît. Et je pense qu'on nous rebat les oreilles à longueur d'antenne sur les dangers qui nous entourent, même si ils ont l'air réels. Les fanatismes, la technologie, les armes de destruction massive, les effets de serre, les tsunamis, etc. Et il y a toujours un danger qu'on oublie et qui est le principal, c'est l'envie de vivre. Si l'être humain, tout à coup, n'a plus d'enjeu, n'a plus, comme vous disiez, sentiment que la vie a un sens. Alors, un sens, c'est une direction où aller, et c'est aussi un sens intérieur. C'est quelque chose qui vous transporte de l'intérieur, qui vous soulève, qui fait qu'on a une pulsion d'idéal, une pulsion d'amour, une envie de changer le monde. Si tout cela disparaît, on n'a plus besoin de ce danger extérieur qui, à mon avis, n'aura même pas besoin d'avoir lieu. Donc voilà ma vision de l'Apocalypse, voilà nos deux visions. Et je pense que Bruno Etienne, s'il est encore parmi nous... Oui. Oui, pardon. Oui, Ça va, votre escalier n'est pas trop inconfortable? Oui. Bon. Quelle est votre vision à vous de l'Apocalypse? Eh bien, dans une suite dont on pourrait penser qu'elle est de connivence, de concert ou de conserve, moi j'ai beaucoup travaillé sur la thanatocratie chez les Arabes, et donc sur les combattants suicidaires, et donc sur les amants de l'Apocalypse, parce que je me suis posé la question, bien avant le 11 septembre, de cette étrange collusion qui a commencé avec Roosevelt, il ne faut pas l'oublier, non pas avec Bush, entre les puritains américains et les puritains d'Arabie Saoudite. Et donc,
travaillant sur les textes des uns et des autres, je me suis demandé pourquoi Bush et Ben Laden parlaient de la même chose, c'est-à-dire du mal à extirper à partir de la croisade. Pour ceux qui écoutent les discours de Ben Laden, il utilise très exactement le mot. Salibiyin, ça veut dire les croisés, le mot, et Bush a utilisé croisade. Alors à un moment, travaillant sur ce texte-là que j'ai écrit, Les Amants de l'Apocalypse, je me suis demandé si Ben Laden avait lu Saint Jean. Alors je vous récite le texte. Et les colonnes du temple de Mammon, dans Babylone la putain, s'effondreront sous les nuées venues du ciel. Et ils pleurent les marchands, et ils se réjouissent les justes. Et Babylone est tombée. Bien entendu, il ne s'agit pas de Bagdad, on est bien d'accord. Alors, cette interrogation, que je poursuis, bien sûr, m'a amené dans le cadre de notre culture civilisation, dont Samuel Huntington a prétendait il y a quelque temps que c'était un clash, alors que maintenant ils viennent de découvrir que ce qui menace l'Amérique puritaine, c'est les hispaniques et non plus les arabes. Vous êtes au courant de la dernière trouvaille de Samuel Huntington. L'Amérique est foutue parce qu'il y a plus d'hispaniques que de wasp. Mais dans un premier temps, il a eu un succès mondial, encore que tout le monde n'avait pas lu clairement son livre, sur le clash des civilisations, c'est-à-dire Islam versus Occident. Alors que moi, je soutiens depuis fort longtemps qu'il y a alliance absolue de l'islam et d'un certain Occident, et ce dont on pourrait remercier peut-être un jour Bush et Ben Laden, c'est qu'ils vont peut-être, j'espère, détruire ce qu'il y a de plus horrible dans ces deux partenaires. Enfin, pour le moment, ils en ont pris le chemin. Mais pour revenir au thème que vous venez de dire tous les deux, que moi j'ai appelé du mot savant thanatocratie, c'est-à-dire l'inverse de la pulsion de vie, je me suis demandé pourquoi cette pulsion de mort se manifestait chez les combattants suicidaires, qu'on appelle improprement kamikazés, par un sacrifice à condition d'en tuer le plus possible, et chez nous par une dégradation anthropique qui nous fait nous imaginer dans un individualisme forcené, c'est mon choix, j'en ai rien à foutre, que le consommateur est libre de violer les lois de Noé en allant au supermarché le samedi ou le dimanche. Et en particulier à plan de campagne chez nous, entre Aix et Marseille. Alors, continuant dans la logique de cette civilisation, je ne dis pas que c'est ma croyance, je dis c'est mon analyse d'anthropologue, je me suis rappelé que, et dans le Coran et dans l'Apocalypse, Dieu nous envoie des signes. Et quel a été le premier signe qu'il nous a envoyé du mal qui nous rongeait? Eh bien, c'est la vache folle. Et je reprends un peu les deux fables qui viennent d'être dites par vous tout à l'heure sur la scène. Qu'est-ce que c'est que la vache folle? Et qu'est-ce que c'est que les lois de Noé? Même les rabbins les plus intégristes ou fondamentalistes, pour ne pas les fâcher, disent les lois de Noé. Vous savez, Noé, c'est celui du déluge, pour ceux qui n'ont pas eu de catéchèse. Les lois de Noé s'imposent à tout le monde, pas seulement aux Juifs. Et la première loi de Noé, c'est « tu ne mettras pas le pur avec l'impur ». Ça se traduit dans la cacheroute par ne pas manger le veau dans le lait de sa mère, bon, peu importe. Or, qu'est-ce que c'est que la vache folle? Nous avons mis les herbivores avec les carnivores. C'est-à-dire, on a nourri la vache pour des raisons de profit, toujours le dieu Mammon, avec de la bidoche pourrie. Ce qui pose un problème d'ailleurs pour les interdits alimentaires juifs et musulmans, parce que le saumon maintenant, même le saumon n'est plus cachir, puisqu'il est nourri aux viandes et aux farines animales. Alors, je me suis dit, au moment, bien avant le 11 septembre, vous voyez, qu'est-ce qu'il veut nous dire Dieu? Vous savez, Dieu après Auschwitz, c'est Jonas qui a posé la question. Comment Dieu après Auschwitz? Il en a marre de sa créature. Il nous a abandonnés, il nous a dit, vous voulez violer mes lois, eh bien violez-les et démerdez-vous. Et donc aujourd'hui, nous sommes seuls dans un monde où l'absence de Dieu, bien qu'il y ait un vieux rabbin de Breslau qui disait on n'a pas le droit de désespérer, nous pose une question complètement aporique, surprenante. Et si enfin... J'espère qu'il n'a pas. Non. J'espère qu'il vit encore. Non, je pense qu'il a caché le dysphone le temps de tousser et qu'il va revenir.
On me confirme en régie. Non. Bruno, Mais- êtes-vous là? Esprit. Esprit, Bruno. Bon, on va faire. Esprit de Bruno, es-tu là? Didier, Bruno Etienne vient de me faire comprendre la collusion entre Bush et Ben Laden, qui est formulée dans une expression qu'on a tous employée, c'est ababouche, ababouche. Ouais. Non, de toute façon, on savait que l'un était déjà le salarié de la famille de l'autre, donc c'est vrai. Alors, y a-t-il une alliance, une sainte alliance entre ces deux hommes pour éliminer ces extrémismes? Ça serait un joli scoop, ça. En attendant que Bruno ressuscite, je pense en effet que les extrêmes sont toujours complices. Et qu'on raisonne comme si c'était linéaire. Donc on pense que les extrêmes sont opposés, et en fait c'est circulaire. Bien sûr. Et les extrêmes sont très proches l'un de l'autre. Et dans l'histoire, on voit comment chaque extrémiste a renforcé l'autre extrémiste. Donc il y a une complicité des extrêmes. Et quels que soient les extrêmes d'ailleurs, puisqu'on parle sans faire de l'anti-américanisme du tout, puisque malheureusement c'est parce qu'on aime l'Amérique qu'on a envie par moment qu'elle soit un petit peu différente de la tendance actuelle. Il y a aussi cette extraordinaire union entre les ultras fondamentalistes, baptistes, télévangélistes, etc., qui sont assez proches du premier cercle de la Maison Blanche, et les ultras intégristes, sionistes, juifs d'extrême droite. Et si en plus, comme nous le dit Bruno Etienne, il y a aussi cette triangulaire avec l'extrémisme musulman, et qu'en fait, ces trois s'unissent, on est où, nous? On devient quoi? Il reste qu'à prier. Je veux dire, oui, à prier et aussi à témoigner pour, à mon avis, les seules armes véritablement à notre disposition, qui sont la lucidité, le refus du désespoir et l'humour. Alors l'humour, j'aime bien, et je pense quand même que pour prolonger l'idée que vous proposiez tout à l'heure, je pense quand même que le fait d'améliorer par la technologie la vie quotidienne désidentifie. Et quand le moi est fragile, le nous sert de prothèse. Et on voit ça dans les pays extrêmes, parce que par exemple les terroristes, quelle que soit leur couleur, quel que soit leur bord, puisque on est en train de s'entendre à peu près sur la complicité des extrêmes, eh bien les terroristes ont tous une très bonne éducation. Ce sont statistiquement des garçons qui ont une famille gentille, une bonne maman, un bon papa, une bonne école, qui font des études souvent bonnes ou pas souvent correctes, et qui ne savent pas qui ils sont. Le fait de n'avoir aucun triomphe, le fait de n'avoir aucune occasion de triomphe, le fait de n'avoir eu aucun événement dans leur vie, les désidentifie complètement. Et en France, on a quelqu'un qui peut illustrer cette idée. Les Nuits Fauves, vous vous rappelez ce film, Cyril Collard. Cyril Collard. Ce film et ce livre assez impressionnant. Ce garçon est en bonne santé, il est très intelligent, il a des parents, une famille plutôt sympa, il va à l'école, il marche bien, il entre à l'école centrale du premier coup, et qu'est-ce qu'il écrit dans Les Nuits Fauves? Jusqu'à maintenant, j'ai écrit une biographie à page blanche. Je ne sais pas qui je suis. Et pour découvrir qui il est, il se met à l'épreuve de la manière la plus brutale et la plus stupide qui soit, c'est-à-dire la violence et la sexualité non protégée. Il découvre qui il est, ce qui le condamne à mort, parce qu'il n'y avait pas grande différence entre la mort et la manière de vivre qu'il avait avant. C'est-à-dire la pulsion de mort dont parle Bruno Etienne, qu'on va retrouver dans un instant, serait en fait une espèce de revanche contre la non-vie qu'on se fabriquerait à un moment où on dit... Oui, on donne la parole à... Je pense que vous êtes là, Bruno? Oui, oui. Merci de revenir parmi nous. On était resté à Noé. Ah bon? Je crois. On était... et au signe de Jonas. Oui. Non, j'expliquais que quand on se met dans la logique de cette civilisation, Dieu envoie des signes. Je n'ai pas dit que c'est ma tasse de thé, hein, je reste dans la cohérence de ce système-là. Et que le premier signe que Dieu avait envoyé, c'est quand nous avons violé
la première loi de Noé, comme disent les rabbins, qui s'impose à l'humanité tout entière et pas simplement aux juifs, à savoir ne pas mettre le pur avec l'impur et donc le carnivore avec l'herbivore, eh bien nous avons fabriqué la vache folle à partir de la nourriture de farine animale donnée à des bovidés, à des herbivores. Et que personne ne se trompe, je ne dis pas qu'on a le sida parce qu'on a péché, qu'on a le Alzheimer parce qu'on a péché. Je reste dans la cohérence de notre soi-disant culture et civilisation. Et depuis cette époque-là, bien, je pense que c'est le malin qui triomphe. Ce qui est intéressant, c'est que quand Bush parle du mal en tant que baptiste, épiscopalien, newborn, christian, il utilise exactement le même mot que Ben Laden utilise, c'est-à-dire Ben Laden utilise le mot Tarout en arabe, qui dans le Coran est celui qui est rebelle à Dieu. Et donc on est dans une sorte de confirmation à contrario de la thèse de Samuel Huntington, c'est-à-dire que les puissants l'ont emporté sur la transcendance et sont en train de s'autodétruire à partir du même discours. Mais cela renvoie, puisque vous étiez en train de parler de ça, effectivement au fait que c'est la pulsion de mort qui l'a emporté, mais avec une légitimation mondialisée, j'aime pas le mot, mais extraordinaire, puisque la communication est immédiate. Chaque fois que quelqu'un dit quelque chose, il y a la réponse immédiate par des moyens technologiques fantastiques que personne n'irait imaginer, alors que vous savez très bien que quand Boniface a prêché la première croisade, on a mis 4 ans pour s'apercevoir qu'il fallait faire la croisade. Là, on le sait au journal de Madame Claire Chazal, tout de suite, on est au courant. Et c'est cette courbure de l'espace-temps qui me paraît être le changement extraordinaire, mais il profite à l'Apocalypse, comme, je veux dire, à ma façon, à moi, vous venez de le dire tous les deux d'une autre façon. Et là où ça m'interroge, c'est qu'effectivement, comment pensait Dieu après Auschwitz ? Eh bien, notre réponse, c'est que nous avons choisi la thanatocratie, et j'ai cet exemple qui vient d'être donné, c'est-à-dire que certains de nos jeunes gens se donnent une vie qui est une vie de la mort, me paraît extraordinairement, malheureusement, probant, pertinent et éclairant. Mais c'est un peu triste. Merci Bruno. On vous souhaite un très prompt rétablissement. Je ne parlais pas moralement là, par rapport à cette vision assez sombre, mais que beaucoup de gens sont en droit de partager avec les événements qui se produisent. J'espère que la grippe ça a été coupé avant. Pardon ? J'avais ajouté quand même, j'espère que ça n'a pas été coupé, qu'il y a quand même une solution stratégique, c'est de rompre avec l'Arabie Saoudite. Oui ? Ça, j'y tiens. Ça avait été coupé, donc vous avez bien fait de le redire. Donc, oui. Alors vous avez rompu, j'espère, avec l'Arabie Saoudite. Voilà. Oui, j'ai décidé de ne pas y aller. Voilà. Mais, merci bien. Merci à vous. Bonsoir. Et bonne continuation. Soignez-vous bien. Je pense que, oui, rompre avec l'Arabie Saoudite, c'est-à-dire rompre avec cette nécessité industrielle et technologique de faire des courbettes à des gens dont on a besoin provisoirement, économiquement, pour le pétrole et autres, tout en fermant les yeux sur les agissements qu'ils peuvent avoir. Je pense que c'était le sens de la solution. Alors en écoutant Bruno Etienne, moi il m'est venu la curieuse idée suivante, c'est que jusqu'à maintenant, les guerres étaient des guerres de professionnels, c'est-à-dire qu'on envoyait un bloc de pays qui avait une idéologie, payait, fabriquait une armée, qui l'envoyait contre l'armée d'un autre bloc de pays qui défendait un autre système idéologique. Et les guerres se faisaient entre ces deux armées. Or maintenant, depuis ces dernières décennies, ce n'est pas du tout ce qu'on constate. C'est-à-dire que si la Troisième Guerre mondiale est commencée, il ne faut pas oublier qu'actuellement, il y a sur la planète 50 pays en guerre. Et que je ne parle pas de... C'est un chiffre assez constant. Hein. Pas... Ah bon, donc c'est... Oui, donc et en plus, il est très inférieur. Il faut s'entendre sur le concept de guerre, puisqu'il y a des guerres tribales, donc qui sont des guerres intestines qui font de victimes. Donc, pardon de vous avoir coupé, mais c'est vrai que j'ai tendance à m'insurger un peu contre ce réflexe, qui pour moi est un peu de l'orgueil du contemporain, de dire « Ah, c'est pire aujourd'hui ».
nous vivons ce moment historique terrible. Non, ça a toujours été, quand on lit un petit peu l'histoire, ça a toujours été pire comme ça. Et de la même manière que lorsque Bruno Etienne dit c'est Mammon qui a gagné, donc Mammon, c'est pas Satan. Hein. Mammon, c'est ce mot araméen qui signifie les biens matériels dont on devient l'esclave, donc au détriment de la spiritualité, de l'humanité, de tout cela. Je ne crois pas qu'il y ait de vainqueur. Je pense que tout ça chemine constamment en même temps. Et l'Apocalypse, étymologiquement, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire le désastre, la destruction, tout ça, ça veut dire la révélation. Et quelle révélation? C'est-à-dire que tout est lié. C'est-à-dire qu'à mesure que le mal en est, le bien remet en conséquence. C'est la vieille idée grecque, ça, de l'équilibre, de la némésis. C'est-à-dire qu'il faut toujours, pour évoluer, qu'il y ait un plateau qui aille plus haut, de manière à ce que l'autre ensuite puisse revenir. Et je ne pense pas que ça ait changé. Je ne pense pas que l'être humain, depuis qu'il a structuré sa pensée, son mode de vie sous forme de société, je pense qu'il n'y a rien de neuf. Il y a du neuf uniquement au niveau de la technologie, au niveau des moyens utilisés pour bousiller la tribu d'en face, pour cogner sa femme, ou tromper son mari, ou mentir, ou séduire, oui, ou communiquer, bien sûr. La grande révolution est la révolution de la communication, non pas dans sa qualité, mais dans sa rapidité. Vous êtes au courant immédiatement de tout ce qui se passe n'importe où, à condition que le diffuseur veuille bien vous dire ce qui se passe à tel endroit. Car on a l'impression qu'on est au courant, mais on est au courant de rien. On est dans le courant où l'on veut que vous soyez. Pourquoi est-ce que tout à coup, bon, Dieu sait si le tsunami, ça a été épouvantable, mais c'est comme si tout à coup, il n'y avait plus de morts qu'en Asie. Combien de milliers de morts, dizaines de milliers de morts en Afrique pendant ce temps. Tout à coup, voilà, le journal, il ne peut pas faire 3h20. Bon, le journal télé, il faut bien faire des priorités, il faut faire des têtes de chapitres. Donc voilà ce qui se passe aujourd'hui. Donc, et on n'a jamais eu, quand je dis on, c'est le on Big Brother, quoi. C'est toutes ces forces qui nous gouvernent, qu'elles soient politiques, économiques, médiatiques, tout cela, qui simplement nous gouvernent, c'est-à-dire nous emmènent dans une direction. Et ils n'ont jamais eu autant de moyens pour nous emmener où ils veulent et pour nous mentir avec ce qui paraît être l'évidence de la vérité, car il y a des images. Bon, c'est très bien, il y avait une émission extraordinaire hier soir sur Arte, sur les photos qui ont falsifié l'histoire. Comment déjà, c'est pas nouveau. Aujourd'hui, on fait ça avec les images qui bougent, mais on sait truquer les photos depuis très longtemps, on sait faire mentir l'histoire depuis très longtemps. Donc, on se dit à un moment donné, être au courant, c'est être en résonance avec ce que nous disent les personnes. Et je suis tombé l'autre jour sur une statistique incroyable par rapport aux dépressions nerveuses, tout ça, un questionnaire comme ça. Et en fait, il y a une catégorie qui a un niveau de dépression, d'angoisse, tout ça, très très faible. C'est les gens qui n'ont pas de télévision. Je vous laisse méditer. Mais alors, ce que vous dites pose le problème de la fabrication du discours social. Si on ne fabrique pas un discours social, on aura du mal à partager le même monde. Et si on fabrique un discours social, c'est-à-dire un mythe, on va partager le même monde, et ce monde partagé sera celui qui est produit par ceux qui ont le pouvoir. Avant, c'était les aristocrates, les prêtres, maintenant c'est ceux qui ont la télévision et qui ont les moyens, les médias. Mais c'est des fabricants de discours. Donc, et ces fabricants de discours décident de nous aiguiller sur un discours ou sur l'autre. Et effectivement, quand je pratiquais, quand j'étais médecin, beaucoup de patients me disaient que le journal télévisé les angoissait. Parce qu'il y a une sélection, comme dans les chimères. Ils ne mentent pas. Ils vont chercher des morceaux de vérité, comme dans la chimère, où tout est vrai dans la chimère. Le ventre est d'un taureau, les ailes sont d'un aigle, la tête est d'un tigre et l'animal pourtant n'existe pas. C'est-à-dire que tout est vrai et la conclusion n'est pas vraie. Eh bien, je crois que les informations, c'est un peu ça. Ils vont chercher des images qui sont des images,
c'est-à-dire qui sont produites par notre système nerveux, par le caméraman et par celui qui a commandé et qui a financé le voyage du caméraman. Et donc cette production est une production sociale d'une image qui est vraie. Et ces images vraies, assaisonnées de mots qui commentent un petit peu le vrai aussi, produisent un discours qui, lui, est une chimère. C'est-à-dire que sans mentir, on arrive à se faire une représentation du monde très triste et très délirante. Ce qui n'empêche que on arrive quand même à poser des problèmes apocalyptiques. Par exemple, le tsunami dont tout le monde parle et dont vous avez parlé. Le tsunami, si l'homme n'avait pas existé, le tsunami aurait existé. Ça aurait été un phénomène de la nature. Ça n'aurait pas été une catastrophe. Pour que le tsunami soit une catastrophe, un désastre humain, il faut que la technologie ait permis de construire de beaux hôtels au bord de l'eau, des avions, d'amener des touristes, de faire une industrie du loisir qui est actuellement la deuxième industrie du monde, d'organiser l'arrivée des vivres, des alcools, de la musique, de la télévision, d'une nouvelle conception de la civilisation, une conception dépourvue de sens, puisqu'elle vit dans l'instant. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, si on n'a pas de projet et si on n'a pas de rêve, on ne peut pas donner sens. Mais on vit dans l'instant, on vit dans des successions d'instants, des tranches d'instants, des répétitions d'instants. Or, le phénomène de la nature est devenu une catastrophe humaine parce que nos progrès technologiques non maîtrisés par des philosophes, non pensés par les gens de la rue, a permis de se soumettre à une technologie très performante et dont on profite tous pour organiser une manière de vivre au bord de l'eau. Et c'est comme ça qu'un phénomène de la nature se transforme en catastrophe culturelle. Donc il y a quand même... Alors, ce qu'on éprouve du monde, c'est ce qu'on dit du monde, le récit. La plupart des guerres sont déclenchées par des récits. C'est-à-dire qu'il y a un récit, l'ange, c'est forcément moi. Où elles servent à alimenter des récits. Dans le Jules César avec la guerre des Gaules. Voilà. Ça, voilà. Et votre copain Bush, il fait aussi des récits. Ah bon, c'est pas votre copain? Je sais pas, Il a pris ses distances après mon dernier livre. Oui. Donc lui aussi il fait des beaux récits, Ben Laden aussi fait des beaux récits, tout le monde fait des récits, et ces récits provoquent des sentiments, et ces sentiments provoquent des passages à l'acte justifiés et légitimés par les récits. C'est pour ça on ne peut pas vivre sans récit, on ne peut pas vivre sans mythe, sinon on ne partage pas le même monde, mais il faut qu'il y ait toujours un turlupin. C'est-à-dire, au Moyen-Âge, le turlupin, c'était l'étudiant qui était payé pour poser au professeur les questions qui turlupinent. Donc c'est une fonction qu'il faut garder, ça, parce que justement, elle empêche le récit dictatorial. Elle empêche la représentation du monde unique. Donc il faut des turlupins pour poser les questions qui empêchent de se soumettre à un récit. Absolument. Je pense que c'est peut-être une vocation qu'on a tous les deux. Turlupiner. Turlupiner, je pense que, bon, comme le bouffon du roi, comme tout... le vrai pouvoir n'est pas le pouvoir de l'information, c'est le pouvoir de la lucidité. Et malheureusement, trop d'informations tue la lucidité. Car ce réflexe dont vous parliez tout à l'heure, de ces informations reçues agissant sur les sentiments, qui donc vont provoquer des comportements réflexes, ça c'est assez embêtant. Je vous donne un exemple précis d'une chose que je viens de vivre. J'étais la semaine dernière dans l'océan Indien avec Jean-François Degnaud qui venait de Sumatra où il avait été sur la Jeanne, le porte-hélicoptère, donc avec les ONG. Et la situation à Sumatra, c'était terrible parce qu'il me dit, c'est absolument pas ce que l'on dit dans nos pays, notamment en Europe. Ça n'a rien à voir. On se trouve devant un vrai problème, parce que les gens ont parlé tout à l'heure de pulsion de mort et de thanatocratie, mais comme je le disais, les deux plateaux de la balance, jamais les gens ont donné autant. Et ce n'est pas uniquement de la bonne conscience, c'est un vrai élan de générosité. Et ils ont donné massivement pour les enfants, en disant il faut refaire des écoles, refaire des crèches à Sumatra. Et le grand problème, c'est qu'à Sumatra, il n'y a plus d'enfants. Et aucune télé ne disait ça, personne ne disait, évidemment, parce qu'il fallait être sur place et il fallait en plus pouvoir tenir ce discours de turlupin. Là, ce n'est pas un turlupin rigolo,
Mais et pourquoi il n'y a plus d'enfants? C'est-à-dire qu'il reste 400 enfants sur l'ensemble. C'est le chiffre réel, malheureusement. Pourquoi il n'y en a plus? C'est lorsque la mer s'est retirée, c'était extraordinaire. C'était la pêche miraculeuse. Ils sont tous les mômes, se sont précipités pour ramasser les poissons, ramasser tout ça, et ont été complètement fauchés. En plus, la chose ensuite qui a tué, peut-être encore plus que les vagues, ce sont les tôles ondulées des toits qui ont volé partout, qui ont fait les ravages qu'on imagine, et ensuite le tétanos qui a suivi. Donc, on se trouve devant ce problème terrible de dire aux gens, oui, bien sûr, il faut donner, mais l'objectif, malheureusement, il n'est pas là. Ça ne sert à rien aujourd'hui de refaire des écoles il faut en faire à proportion, bien sûr, des enfants, mais ce qu'il faut, c'est, par exemple, il n'y a plus une barque. Il faut redonner aux pêcheurs leur outil de travail. Il faut aussi, alors là, c'est quelque chose dont vous pouvez parler mieux que moi, il n'y a pas qu'une aide matérielle. Ces gens sont totalement choqués. Ces gens dont la mer était le métier, la vie, tout ça, ont été face à un soulèvement de la mer, à une perte de tous leurs repères. Ils ne peuvent plus regarder la mer, ils ne veulent plus vivre près de la mer. Tout le monde, plus personne ne va habiter près des côtes. Il n'empêche que ces gens, qu'il faut quand même essayer de ramener vers leur métier, leur raison d'être, ont besoin de bateaux. Donc il faut des bateaux, mais pas uniquement que des chantiers navals européens. On dit on va leur construire. Non, il faut construire d'abord là-bas, refaire des scieries, reformer des charpentiers, donner du matériel pour qu'ils puissent reconstruire. Il ne faut pas faire de l'assistanat d'importation, il faut vraiment essayer de reconstruire sur place. Et alors là, c'est un discours qui était très très dur de faire passer auprès des journalistes, car ils avaient dit le contraire. Et ça, c'est une des dérives d'aujourd'hui. Et là, on en a eu vraiment l'exemple concret. Un journaliste qui constate ça dit « Oui, mais je ne peux pas le dire, puisque je passerai pour un menteur. » Comme il faut informer très très vite, c'est pour ça qu'on nous dit n'importe quoi. Il faut couvrir le premier information. Bon, je ne fais pas du tout là le procès des journalistes, je fais le procès d'un système fondé, comme tous les autres secteurs économiques, sur la rapidité d'intervention. Il faut être le premier, il faut occuper le terrain avant l'autre. Sauf que ce terrain, on va l'occuper avec n'importe quoi, et on va bidouiller quelque chose quand on n'a pas l'information ou on improvise. Et là, il y a eu un vrai problème de circulation d'informations, et aujourd'hui encore, si vous regardez les journaux, le problème, c'est les enfants et les écoles plus que les barques. Il y a une chose plus grave, et alors ça qui fait assez mal, c'est que tous les gens, donc pour Sumatra, il fallait passer par la Jeanne, puisque c'est le seul hélicoptère permettait d'aller rentrer dans le pays. Et donc évidemment, il y a les rotations, ça prend du temps, et pas beaucoup de gens peuvent rentrer dans les hélicoptères. Quand la presse est arrivée, il y avait évidemment des tas d'ONG, des tas de médecins qui devaient y aller. Ils ont dit non, il faut qu'on aille tout de suite parce qu'on a un délai de bouclage, on doit aller sur place, donc c'est place à la presse. Jean Cocteau, dans Thomas l'imposteur, racontait déjà un petit peu ça pendant la guerre de 14. On stoppait les ambulances, place à l'information. Quand je dis que rien n'est neuf, simplement les moyens mis à disposition augmentent. Et là, il y a eu, je ne citerai pas les personnes, mais quand même 2-3 scandales parce que les papiers, ils étaient déjà écrits, en fait, quand on connaît les délais de bouclage des abdos. Simplement, la personne voulait justifier son voyage et prendre des photos pour après. Et donc a pris la place de soigneur. Alors, est-ce qu'on avait besoin des caméras ou des photos ou du micro avant d'avoir besoin des soins? Voilà. Mais c'est important, ça, parce que on vit et on prend nos décisions politiques, familiales, comportementales, individuelles en fonction de ces récits qui sont organisés autour de nous. Et le choix des mots est inducteur de comportement. Par exemple, j'ai travaillé au Kosovo au moment des frappes dites chirurgicales. Alors, techniquement, il paraît que les techniciens, effectivement, disaient que les frappes dites chirurgicales étaient en effet d'une grande précision. Mais la cible était touchée, mais autour de la cible, il n'y avait plus une maison. C'est-à-dire que, effectivement, la cible était touchée, mais le quartier disparaissait autour de la cible. Alors ça, on appelait ça les effets latéraux. Mais ça veut dire... Alors, c'est quand même une expression qui me paraît convenable pour notre débat de ce soir. C'est que
il n'est pas question de renoncer à la technologie, on en a tous profité. Il est question de combattre les effets latéraux de la technologie, c'est-à-dire ce qu'on est en train de dire. Le bénéfice de la technologie, on essaie de le garder, comme pour les médicaments. Les médicaments, on a eu des bénéfices aux médicaments, on a des maléfices aux médicaments. Donc il faut essayer de garder les bénéfices et de combattre les effets secondaires, les maléfices des médicaments. Et ce raisonnement, je crois qu'on peut le tenir pour toutes les inventions technologiques et on peut le tenir aussi pour tous les mythes qui nous rassemblent. Le danger des extrémistes, ceux dont parlait Bruno Etienne, c'est qu'ils ont un discours trop cohérent. Ils ont un discours parfaitement cohérent. Or, pour avoir un discours aussi cohérent, il faut être coupé de la réalité sensible. Parce que quand on va sur le terrain, comme Didier vient de l'illustrer, quand on va sur le terrain, il y a toujours quelque chose qui ne colle pas avec la théorie. Il faut garder la théorie, sinon le monde est confus. Mais il faut savoir que la réalité est toujours plus complexe que la théorie. Donc il faut toujours apprécier cette petite incohérence, cette petite étrangeté qui ne colle pas avec la théorie, et c'est là qu'il y a l'espace de vérité. La théorie, c'est une représentation du monde, ce n'est pas le monde. C'est-à-dire que, comme on dit dans nos théories à nous, c'est que la carte, ce n'est pas le territoire. C'est-à-dire que la carte, c'est ce qui représente. Mais quand on marche sur un chemin, on ne marche pas sur la carte, on marche sur un chemin. Et donc il y a un va-et-vient constant à mettre en place entre les techniciens, les consommateurs qui consomment et qui doivent apprendre à lutter contre les effets secondaires. On consomme du pétrole. Et en consommant du pétrole, on donne de l'argent à des gens qui financent ceux qui viennent combattre ceux qui consomment du pétrole. Donc on est dans un système de ce genre, et je pense qu'il est important de réfléchir au choix des mots. Ce n'est pas neutre le choix des mots. Le choix des mots nous fait comprendre comment on se représente le monde, donc les décisions qu'on va prendre. Et c'est dans un discours que ça part. C'est-à-dire que c'est les artistes qui construisent le monde qui va servir à inspirer des décisions politiques. Et notre condition humaine, c'est la condition de l'artifice. C'est l'artifice de la technologie et c'est l'artifice de la parole. Et c'est là qu'on va prendre nos décisions. Donc l'idée qui me vient en échangeant, c'est qu'il faut essayer de prendre conscience du prix qu'on paye pour nos progrès. Est-ce que vraiment c'est une bonne affaire? Parfois c'est une bonne affaire. Parfois c'est une très mauvaise affaire. Parfois il n'y a que la mauvaise affaire. Ouais. Et puis il y a ces grands vides dont on parlait un peu tout à l'heure avec Bruno Etienne, c'est-à-dire pourquoi tout à coup est-ce que la religion devient ce discours fondamentaliste? Pourquoi est-ce que, comme vous disiez, pour arriver à cette cohérence mobilisatrice, il faut un discours simpliste, violent, à usage tous azimuts, et qui n'est plus du domaine de la spiritualité, car la spiritualité, c'est par essence, elle apporte la question, elle n'apporte pas la réponse. C'est du domaine de la foi et non pas du domaine de la certitude. Or là, dans ces discours, on n'est plus du tout dans la foi, on est dans la certitude et le commandement, l'interdit. Je pense qu'il y a une grande responsabilité des religions dites traditionnelles, notamment de l'Église catholique par rapport au refus, en fait. Quand je dis l'Église catholique, bon, c'est vrai que j'ai beaucoup travaillé dans mes derniers livres sur le Vatican, sur les rapports entre la science et la religion, sur la manière dont aujourd'hui, ce sont les scientifiques qui ont, si j'ose dire, la clé du divin, tandis que les religieux ferment la porte. Ils ne veulent pas qu'on entre. C'est particulièrement net dans l'affaire du linceul de Turin, dont j'ai parlé dans l'évangile de Jimmy. C'est très net par rapport aux miracles, je pense, enfin, aux guérisons inexpliquées de Lourdes. Je prends le cas là, de cette église que je connais bien, enfin mieux que les autres religions, et il y a quand même eu un reniement du principe fondateur, allant de pair avec une crise d'évocation qui n'a jamais été aussi forte dans toute son histoire,
et une désaffection des fidèles, et quelque chose qui est là positif, mais dont les effets sont quand même assez pernicieux, qui est la demande de pardon, la reconnaissance des fautes, en l'occurrence de fautes réelles, hein, ce qui est à l'initiative de Jean-Paul II quand il a demandé pardon pour l'Inquisition, pardon aux Juifs, pardon à Galilée, aux femmes, enfin tout ça, bon, toute la liste de tous les crimes commis historiquement au nom de Dieu ou avec l'excuse de Dieu. Mais à ce moment-là, qu'est-ce qui reste comme discours cohérent, simpliste ou mobilisateur, comme on disait, ou simplement qu'est-ce qui reste du domaine de la spiritualité, quand en fait les efforts de communication sont surtout, là encore, du domaine de l'interdit, sur avortement, contraception. Or, il ne s'agit pas, il ne faut pas faire le procès de Jean-Paul II, un pape n'a pas à changer le dogme, simplement on peut porter le débat un petit peu ailleurs. Et là, si les sectes ont tellement grossi aussi, c'est que les religions traditionnelles ne répondent plus à l'attente des personnes. Il y a un deuxième facteur aussi, qui est pour tous ceux qui sont, par exemple, qui ont été témoins de phénomènes un peu bizarres, un peu paranormaux, un peu bon, gens qui osent pas en parler. Quand on en parle, on dit oui, bien sûr, ce sont des conneries. Je pense en particulier à une corporation que je connais bien, c'est celle des gendarmes. J'en ai eu dans ma famille. Le nombre de suicides de gendarmes, parce que c'est toujours les gendarmes qu'on appelle quand il y a une maison hantée, quand il y a un truc bizarre, un cas de possession, un cas... Bon. Et puis, bon, il fait son rapport et on lui dit non, qu'est-ce que c'est que ces conneries, on le traite de fou. Et franchement, le nombre de suicides de gendarmes après ce genre de choses était terrible. Et quand les rationalistes, avec les meilleures intentions du monde, disent à ces gens mais non, vous n'avez rien vu, vous êtes fous, c'est de la superstition, tout ça, ils font involontairement le lit des sectes, où les gens vont dire mais nous savons, bien ce que vous dites, bien sûr, vous avez raison, venez mon petit chez nous. Et on arrive à cet incroyable, et ça c'est un phénomène que je connais bien chez les jeunes, c'est ce besoin de regroupement pour de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons de communion, de solitude, qui ont envie de s'assembler pour aller vers une vérité, vers une lumière. Simplement, on leur ment sur la vérité, sur la lumière, on les récupère, on les drogue et tout, et ce phénomène de secte, je ne sais pas ce qu'il faut faire, mais je sais pourquoi on en est là. Je ne sais pas si vous êtes d'accord sur cette démission de ce que j'appellerais, entre guillemets, les fournisseurs de foi. Et maintenant, les fournisseurs sont des dealers. Les marchands de foi. Oui, alors je m'étais posé un peu cette question. Je pense que, contrairement à ce qu'on dit, les scientifiques sont très proches de la poésie. C'est-à-dire que chaque fois qu'un scientifique fait une publication, il ouvre une porte, il n'apporte pas de solution. Et que quand on parle de certitude scientifique, je ne crois pas que ce soit ça du tout. Je pense au contraire que les scientifiques, comme vous l'avez presque dit, sont des poseurs de questions. Ils ouvrent des univers, ils ouvrent des questions impensables et ils nous invitent à les penser. Ce qui est agréable pour la moitié des gens dans la salle, un problème nouveau, quelque chose à fouiller, une exploration à faire, une archéologie, un mystère, une énigme, ce n'est pas un mystère, l'énigme, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'excitant, c'est passionnant. Et l'autre moitié de la salle va être angoissée. Mais alors quoi, messieurs les scientifiques, mesdames, accordez vos violons, qu'on sache un peu ce qu'il faut penser. Parce que la récitation du même, le clonage intellectuel, c'est le meilleur tranquillisant qui soit. Et quand on a trop de tranquillisants, on est en stade 2 ou 3 du sommeil lent profond. C'est-à-dire que... Alors, on a un choix difficile. Ou bien on aime l'aventure intellectuelle, l'exploration, le mystère, la dispute, parce qu'on n'est pas d'accord, puisqu'on est explorateur. Vous allez explorer par là, moi par là, on n'est pas d'accord. C'est ça qui est amusant. Ou bien au contraire, on veut réciter le même. Et cette récitation du même a un grand pouvoir tranquillisant. Et les sectes sont en train de prendre la place tranquillisante qu'a abandonnée notre culture. C'est-à-dire que la fonction religieuse de toutes les religions, elle est moins évidente aujourd'hui. Et c'est les sectes qui sont en train de prendre cette place,
qui consiste dans la vie quotidienne à 1 ou 2 rendez-vous par semaine, un texte de base à commenter, surtout pas 2, parce que là, il y aurait des doutes, mais un texte de base, il n'y a pas de doute. Et à ce moment-là, on se sent mieux, on n'a plus d'angoisse, on n'a plus de questions à se poser, on sait où est le vrai, où est le mal, où est le bien, où est le mal. Comment il a dit votre copain? L'axe du mal. Mais donc on sait heureux, détronché, mais heureux. La lobotomie culturelle. Mais dans les lobotomies, on n'a plus d'angoisse, puisqu'on n'a plus de représentation du temps. Donc on n'a plus l'avenir. On est heureux dans la lobotomie. Le traitement de l'angoisse, c'est la lobotomie. Et puis surtout, on n'est pas seul et on est avec d'autres lobotomisés. Voilà. Et ça tient lieu de vérité. Puisqu'on dit la même chose, on récite la même chose en même temps, c'est bien la preuve que c'est vrai. Et ça, c'est très sécurisant. Le sentiment d'appartenance est un grand bonheur, un grand plaisir et en même temps un grand danger. On va s'aimer, puisqu'on dit la même chose au même moment, on adore la même personne ou la même représentation, la même entité, donc on obéit à un tiers, donc on sacralise, on transcende l'obéissance. Si on n'était que tous les deux face à face, l'un de nous deux dominerait l'autre. Le dominé éprouverait l'obéissance comme une défaite. Il est plus fort que moi, il a une arme de plus, il a plus d'argent, je suis obligé de me soumettre. J'éprouve l'obéissance comme une défaite, mais je ne vais pas le rater. À la première défaillance, il va voir ce qui va lui arriver. Alors qu'au contraire, si on s'associe pour obéir à une représentation supérieure, désormais en obéissant à cette représentation, tous les deux, on va être plus forts. Et on va obéir pour triompher. C'est-à-dire, c'est exactement le contraire. Et dans les sectes, on trouve ça. Et on a tous les deux un troisième moyen d'être ensemble, qu'on a expérimenté dans un précédent débat qu'on avait fait, vous vous rappelez? Où tout à coup l'animateur commence à poser une question et j'avais lu le dernier livre de Boris et il avait lu le mien et je me suis mis comme ça par empathie, par intérêt pour son travail, par volonté d'essayer de comprendre, de voir le monde avec ses yeux, je me suis mis à parler en neuropsychiatre. Et Boris s'est mis à parler en auteur de fiction. Et on a eu, et je me rappelle ce sentiment de naturel. On a eu mutuellement, alors les gens étaient un peu perplexes dans la salle, parce qu'ils regardaient le papier qui est qui, là, à un moment donné, parce que j'étais à la fois nourri de votre livre et par empathie avec, j'allais chercher dans votre regard, même vos mots. Ça, c'est quelque chose de formidable. Aller chercher l'autre en lui-même, essayer de créer la résonance. Je pense, j'ai mis ça un jour en exergue dans un livre, s'interroger sur son identité, c'est pas se demander d'où on vient, mais se demander qui d'autre puis-je être. De manière à vérifier si on a fait le bon choix, si on ne s'est pas planté, si on dit bon je suis moi, ça veut dire quoi? C'est-à-dire je suis celui que les gens reconnaissent, celui qu'ils identifient, celui qu'ils acceptent, qu'ils intègrent. Et si ça n'a rien à voir avec moi, et si quand même j'ai envie d'être intégré, je vais aller dans le sens des autres, donc ce qui va créer petit à petit cette espèce de dichotomie, de problème d'identité qui fait, comme on disait tout à l'heure, qu'un jour je ne serai plus qui je suis. En revanche, ponctuellement, se mettre à la place de l'autre, qui est la raison essentielle pour laquelle j'écris, par exemple, c'est-à-dire vivre d'autres expériences de vie que la mienne, d'autres origines, d'autres âges, d'autres sexes, même essayer d'être un arbre, comme ça m'est arrivé une fois dans un texte. Là, tout à coup, on a des renseignements sur son identité beaucoup plus forte. Et mon œil est attiré depuis tout à l'heure, c'est drôle, par ce livre de Jean-Marie Pelt que j'adore, La solidarité chez les plantes, les animaux, les humains, qui nous raconte en fait cette chose que tout conspire à nous faire oublier aujourd'hui, dans ces époques où l'on veut cultiver le conflit, l'opposition d'où naîtrait une vérité, telle qu'on voit dans tous les débats où il faut qu'il y ait contradicteurs. Là, nous, par exemple, on ferait pas un rond à la télé, on a l'air trop d'accord là aussi. Pourquoi? C'est pas parce qu'on est forcément d'accord, mais on s'écoute, on rebondit, on avance, comme vous disiez, on explore. Vous allez là, je vais là, et puis on a envie de voir ce que l'autre va chercher. Puis on rapporte le bulletin, on examine, on dit ça j'achète pas. Bon. Mais on ne va pas se taper dessus pour garder le spectateur qui, sinon, s'il n'a pas de conflit, il va aller voir ailleurs. Quoi. C'est quand même très... vous êtes un habitué des plateaux télé comme moi. La grande angoisse des programmateurs, c'est « Ah merde, mais ils sont d'accord, il n'y a pas de contradicteur, ça ne va pas péter. » Bon,
C'est aucune chance chez Ardisson, aucune chance chez Fogiel. Non, ça ne fait plus d'audience. Il faut, comme les gens n'écoutent pas, mais ils écoutent le niveau sonore, il faut que ça pète. Ah, qu'est-ce qu'il lui a mis? C'est bien. De toute façon, l'invité n'a plus aucun intérêt. Nous sommes à l'ère du présentateur vedette. C'est lui qui fait son show. Et il a des artistes de complément autour de lui qui le mettent en valeur. Fin de la parenthèse. Simplement, lorsque on essaie de se mettre à la place de l'autre, on a ce sentiment d'appartenance à ce tronc commun, comme lorsque vous avez dû faire l'expérience tous, vous enlacez un arbre, vous sentez qu'il se passe quelque chose, il y a une espèce d'arc électrique qui se crée, vous avez l'impression qu'il vous donne une énergie et vous lui en donnez en même temps. Vous fermez les yeux, vous restez un moment et vous allez sentir dans vos veines, comme si c'était la sève qui passait dans vos veines. C'est vraiment quelque chose que l'on peut éprouver comme on éprouve quand on vit avec un animal, qui a cet échange, cette compréhension tout de suite, ce sentiment de solidarité de tous les règnes qui peuplent la Terre, et de solidarité avec la Terre elle-même. C'est vrai que là, tout à coup, la couverture, dès qu'il y a un événement, la tempête de 99, le tsunami, etc., tout à coup, voilà, on vit sur une planète hostile, c'est notre ennemi. Alors déjà, on a assez avec les hostilités entre humains, voilà que la Terre est contre nous, mais ça veut dire quoi, ça? La Terre a toujours été, la Terre n'est pas un produit de l'homme, c'est pas un toutou qui doit être, il y a toujours eu des plaques tectoniques, il y a toujours eu... Simplement, on a aggravé, comme vous le disiez, par méconnaissance, par besoin de rendement, les dangers, ne serait-ce qu'en construisant au bord des rivières, en déforestant, etc. Mais ce n'est pas pour ça qu'on a fait de la Terre notre ennemi, mais simplement les incompatibilités ponctuelles entre notre représentation d'un monde immobile où l'homme est le seul à avancer, à progresser, à vieillir, et où la Terre est un décor de cinéma, ben ça ne correspond plus à ça, et on a aggravé les dangers à cause de toutes ces actions sur la nature. Mais ce sentiment de solidarité dont on prend de plus en plus conscience, comme je disais tout à l'heure, tout chemine en même temps, c'est fréquent chez les jeunes, jamais ce mot de... Je crois que la solidarité a remplacé la révolte, qui était celle encore de ma génération. On voit comment sont les mômes à l'école ou au lycée. Nous, on descendait dans la rue, il y avait une réforme, on faisait... Bon, il y avait... Là, aujourd'hui, on se sent appartenir à quelque chose de beaucoup plus vaste qu'une petite corporation. Et ça, c'est peut-être, je reviens sur mon discours tout à l'heure, c'est peut-être un des avantages de cette proximité de l'information. On se sent vraiment appartenir à tout un monde. Et quand on demande aujourd'hui aux mômes statistiquement ce qu'ils veulent faire, on tombe sur une majorité impressionnante dans les réponses, travailler dans une ONG. Donc on a là des choses qui sont très positives. Et pour reprendre un seul petit exemple frappant de l'ouvrage de Jean-Marie Pell sur la solidarité, l'idée du parasite. On voit un champignon sur un arbre et on dit oh là là, il va mourir, le parasite est en train de le bouffer. Ben non, il le nourrit et il le protège en même temps. Donc, comme nos ennemis, ceux qu'on croit être nos ennemis parce qu'ils ne pensent pas comme nous, je pense qu'ils nous nourrissent et qu'ils nous protègent. Qu'ils nous nourrissent de leurs différences et qu'ils nous protègent en nous renvoyant une autre image de nous qui nous permet de nous construire, parfois même en nous opposant. Et le danger, si on revient à ce thème d'apocalypse, now, point d'interrogation, pour moi, ce que je vois un peu dans ce point d'interrogation, c'est ce danger d'uniformité, ce danger de pensée unique, de bouffe unique, de bonne conscience unique, d'interdit unique, où on vous signale tous les ennemis, la cigarette, l'alcool, le sexe, toutes ces choses-là. On vit dans un monde rempli de panneaux indicateurs, panneaux impasses, sens interdits et tout cela, et de panneau en panneau, vous ne voyez plus votre route, vous restez face à vous-même, et là, c'est le vide intérieur dont on parlait tout à l'heure qui prend le dessus. Alors, est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'il faut distinguer, préciser un peu la notion d'appartenance? Parce que l'appartenance dont vous parlez, il y a deux natures d'appartenance. Il y a l'appartenance au clan,
qui est délicieuse et dangereuse parce qu'on va s'aimer, puisqu'on appartient au même parrain, et on va souhaiter la mort de ceux qui appartiennent à un autre parrain. Et s'ils meurent, c'est pas bien, c'est pas grave, c'est même plutôt bien. Alors ça, c'est l'appartenance de clan. Alors qu'en revanche, il y a un autre sentiment d'appartenance qui s'approche de la spiritualité, c'est-à-dire j'appartiens au vivant, au monde vivant. J'appartiens à l'humanité, j'appartiens à l'animalité, et j'appartiens à la terre et même aux végétaux. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'il y a en moi les mêmes éléments que chez les végétaux. Il y a les mêmes molécules en moi que chez les végétaux, il y a les mêmes hormones que chez les végétaux, que chez les animaux, que chez les êtres humains. Et dans ce cas-là, ce sentiment d'appartenance-là, il est presque transcendant. Je suis plus soumis à l'immédiat, j'habite une représentation cosmique et j'ai un sentiment d'appartenance qui me dépasse et qui dépasse l'immédiat. Et dans ce cas-là, on rejoint une notion de spiritualité qui peut être religieuse, qui peut être laïque, qui peut être sacrée, qui peut être profane même. C'est-à-dire qu'il y a là un sentiment de dépassement de ma petite condition, et dans ce cas-là, ça m'amuse que des gens qui appartiennent comme moi à l'humanité n'aient pas la même couleur, n'aient pas la même religion, n'aient pas le même mode de pensée, et ça ne me fâche pas, au contraire, ça m'intrigue, ça m'amuse, et j'ai envie d'explorer leur monde. Alors là, dans ce cas-là, c'est plus du tout l'appartenance du clan, c'est l'appartenance au monde vivant. Je suis désolé d'être entièrement d'accord avec vous, parce que ça devient monotone pour le public peut-être, mais c'est vrai que ce sentiment d'appartenance-là, c'est ma spiritualité, par exemple. Je vis dans une forêt, quand j'appartiens aux arbres, j'appartiens au sens d'appartenance, pas de possession. Je suis même possédé par les arbres. Ah bien sûr, mais on a un échange mutuel, et surtout ce sentiment, comme disait Romain Gary en parlant de l'arbre, ce grand frère immobile. Au niveau de la spiritualité, c'est extraordinaire de dire quelle est la différence entre lui et moi. Évidemment, il a ses racines, il ne peut pas bouger. Enfin, il ne peut pas bouger, on ne le voit pas se déplacer. Or, il bouge, évidemment. Il bouge, on sait combien il communique, comment les arbres, par tous les systèmes d'ondes électrochimiques, etc., électromagnétiques, communiquent, envoient des messages de danger ou des messages de séduction. Donc, l'immobilité forcée à développer d'autres sens, d'autres moyens d'appréhender le monde et de communiquer, de la même manière qu'une personne invalide va développer d'autres choses, ou qu'un aveugle va évidemment affiner les autres sens. Et ce sentiment-là, quand je suis face à un arbre, que je prends conscience de ma propre mobilité, mais qui dit mobilité, dit dispersion. J'envie la concentration d'un arbre. Peut-être pour ça que j'écris aussi, que je passe 10 heures devant une feuille. Pour prendre racine. Ouais. Non, pour éviter cette dispersion dans l'espace, dans le regard des autres, dans tout l'arsenal technologique de nos journées, du téléphone, au fax, l'ordinateur. C'est vrai que tout à coup, cet essai de concentration, c'est-à-dire communiquer en étant immobile, c'est ce que fait l'écrivain. Parce qu'on communique quand on écrit déjà, puisqu'on s'adresse à notre lecteur. On communique avec la langue déjà, on la sent, tout ça, puis on la construit en fonction de la personne qui lira et en fonction de la représentation qu'on a de notre image intérieure, de ce qu'on veut raconter par rapport à la mise en forme que cela prend. Et ce travail-là, c'est peut-être, pardon, je m'auto-psychanalyse là devant vous. Oui, je vous ferai un prix. Peut-être pourquoi, moi aussi, et c'est peut-être pourquoi j'ai ce rapport si fort avec l'arbre. Cette liberté paradoxale de la concentration fixe. Alors là, il y a quand même un petit problème si on s'entraîne à raisonner en termes d'évolution. C'est que dans le monde vivant, alors dans les raisonnements évolutionnistes, il y a toujours une petite hardiesse théorique, mais enfin pourquoi pas. Alors les arbres, eux, ont une mobilité, c'est-à-dire qu'ils vont puiser dans l'eau ce qu'ils vont expirer, de rendre à l'air, ils vont choper du soleil les rayons qui vont transformer en usines chimiques de façon à avoir leur propre énergie. Et donc ils ont ce mouvement qui est autour d'eux et en eux.
Et le premier degré de mobilité biologique, c'est la graisse. C'est-à-dire que dès l'instant où un être vivant est capable de garder la graisse en lui, l'énergie la transporte avec lui. C'est-à-dire qu'il peut manger, incorporer et mettre autour de sa taille ou ailleurs des stocks de réserves alimentaires. Il fonctionne sur pile et non plus sur secteur. Voilà, exactement. Exactement. Et alors, quand on poursuit ce raisonnement, on voit que les êtres humains ont de la graisse, mais qu'en plus, la technologie leur permet de mettre dans des frigos, dans des avions, cette énergie qui désormais leur permet de faire le tour de la planète et même parfois plus. C'est-à-dire que là, on échappe au mécanisme régulateur de la vie, de la condition de tout être vivant, plante, animal ou humain. C'est-à-dire que là, notre victoire risque d'être terriblement coûteuse. C'est que c'est une victoire, bien évidemment. C'est une victoire de l'intelligence, une victoire de la société. Mais elle risque d'être terriblement coûteuse parce qu'on délire au sens étymologique du terme, c'est-à-dire qu'on sort du sillon, on sort de la terre pour habiter quelque chose qui n'a plus aucun rapport avec la condition de l'être vivant. Est-ce que ça risque pas de se payer trop cher, ça? Oui, et puis je pense quand il y a une panne de courant, on a eu des milliers de foyers privés avec les intempéries récentes, mais ça arrive tout le temps. Vous avez sûrement, où ça vous est arrivé, où vous avez entendu les gens en parler, alors on n'a pas eu de courant pendant 3 jours. On se dit, mais comment on va faire? Et puis finalement, on s'est débrouillé. J'ai pas eu TF1 pendant une soirée. Et là, moi, je suis obligé de couper mon portable depuis 1h30, Dieu sait, le message que j'ai, c'est terrible. Non, c'est-à-dire que c'est même pas de l'esclavage, ça peut l'être par rapport à des portables, tout ça, mais c'est l'habitude, c'est le sentiment de l'avantage acquis, indispensable et réflexe, qui devient un réflexe. On rentre chez soi, on allume la lumière, on allume la télé, on monte le chauffage, tout à coup, il n'y a plus rien, il n'y a plus d'électricité, et bon, on a autre chose à faire, peut-être que Roméo et Juliette reviendront à des rapports un petit peu plus... terre à terre, si on peut dire. Ah ben parce que si, imaginons qu'ils soient privés de courant longtemps, adieu la descendance dans le frigo. Donc, enfin bon, ils sont ligaturés. Alors, est-ce qu'on déligature, docteur? C'est possible? Non. Eh ben voilà, aussi pour les femmes, mais pas pour les hommes. Ah ben, c'est-à-dire, non, mais ce qu'on peut faire, mieux que nous. Non, mais ce qu'on peut faire, c'est mettre un petit robinet. Où ça? Sur le déférent. C'est-à-dire qu'on met un robinet. Et le jour où on veut, le frigo est en panne, on ouvre le robinet. Mais oui, c'est vraiment l'homme-machine. Hein, ça. Oui, c'est une vision canadienne, c'est les petits robinets. Certains l'appellent un petit robinet aussi de temps en temps. Alors, ce que vous dites... On est en plein dans l'apocalypse. Oui, alors voilà. Je voulais arriver à l'apocalypse à partir de ce qu'on est en train d'échanger là. C'est-à-dire qu'effectivement, ça mène à l'apocalypse. Les espèces vivantes qui ont disparu ont presque toujours disparu par leurs points forts. Et l'exemple qu'on montre pour illustrer cette idée, c'est l'élan du Canada. C'est-à-dire que l'élan du Canada avait des ramures très fortes. Donc les loups du Canada se faisaient éventrer et par les élans du Canada qui se développaient très très bien. Et à chaque génération, la ramure se développait, ce qui fait que les élans baissaient la tête, les mâles baissaient la tête de plus en plus. Donc les loups n'avaient plus aucun risque et ont pu dévorer les élans du Canada, les mâles seulement, et les femelles sans mâles n'ont pas pu se reproduire. Donc l'espèce a disparu par son point fort. Or nous, notre point fort, c'est quoi? C'est le sexe. Donc ça veut dire que... Et non mais alors, vous parliez, le sexe, je dis le sexe, bon je taquine un peu, mais j'exagère, mais je pense, quand on taquine, on pense quand même un peu ce qu'on exagère. C'est que, en fait, vous avez parlé d'interdit tout à l'heure. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'il faut distinguer l'interdit et l'empêchement? C'est-à-dire que sans interdit régnerait la violence, la loi du plus fort. Je suis plus lourd que vous, tant pis pour vous, je suis mieux armé, j'ai de l'argent, vous n'en avez pas, tant pis pour vous. C'est la loi du plus fort. Alors que l'interdit structure la société, mais à condition qu'il y ait une possibilité de critiquer l'interdit. Alors à ce moment-là, on peut faire évoluer la société. Alors que ce dont vous parliez tout à l'heure, c'est l'empêchement. Tu n'as pas le droit de faire ça, tu n'as pas le droit de fumer, tu n'as pas le droit de courtiser toutes les femmes, tu n'as pas le droit... tu es empêché de faire tout ce qui fait le sel de la vie, tu es empêché de le faire.
Alors là, ce n'est pas du tout l'interdit. L'interdit, au contraire, est une canalisation de l'énergie. Tu peux courtiser cette femme, mais pas n'importe comment. Tu peux fumer ça, mais au-delà d'un certain point, ça va te coûter très cher. Ça, c'est la restriction. Là, c'est plus de la restriction, d'autorisation que de l'interdit. Non, c'est le circuitage. C'est-à-dire qu'on fabrique du social avec l'interdit. Puisque vous parliez d'empathie tout à l'heure. Dès l'instant où un être humain ou un être vivant, parce que les animaux ont aussi accès à l'empathie, c'est-à-dire à la représentation du monde de l'autre, quelque chose s'interdit en moi. Il n'y a pas de loi, je suis un animal, je suis un chimpanzé. Donc je comprends mal les mots, je comprends les signifiants, mais je ne comprends pas les mots aussi bien que les hommes. Mais pourtant, quand je me représente ma mère ou vous, un autre mâle, je ne peux pas, quelque chose s'interdit en moi. Je peux le menacer, mais je ne peux pas aller trop loin quand même. Je peux le chasser de mon territoire, mais je vais m'arrêter, je ne peux pas aller trop loin. Donc, parce que je me mets à sa place, et je ne peux pas tout me permettre, je ne peux pas le détruire. Donc, quelque chose s'interdit, sans mots. Avant les mots, il existe une conscience. La conscience a existé sur la planète probablement avant la parole, puisque les animaux ont une conscience et n'ont pas encore de parole. Donc, on peut penser que la conscience a existé avant la parole. Et cette conscience-là fait qu'il y a un interdit qui se met en moi du simple fait que j'ai le plaisir, la curiosité de vous découvrir, de découvrir un autre monde que le mien. Et ce plaisir de découvrir, de partir à la découverte d'un autre monde, fait que je me décentre de moi pour essayer de découvrir qui vous êtes. Je ne peux plus tout me permettre. Donc ça, c'est l'interdit. L'empêchement, c'est tu ne peux pas l'agresser, tu ne peux pas courtiser, tu ne peux pas manger, tu ne peux pas quitter ton territoire. Donc ça, c'est l'empêchement de vivre, alors que l'interdit, c'est le circuitage, et c'est la coexistence. Donc je pense que là, il y a une petite nuance, et si on associe ça à ce qu'on a dit sur l'évolution, ça veut dire qu'il faut éviter ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est-à-dire la certitude. La certitude est un arrêt de la pensée, puisque, je vais vous dire, il n'y en a qu'un qui pense ici bien, c'est le chef. Hein, vous êtes bien d'accord? J'en demeure interdit, mais ça ne m'empêchera pas de vous dire ce que je pense. Oui, non, c'est vrai. Alors, à ce moment-là, on s'arrête la pensée en donnant l'illusion de la pensée, puisqu'on va réciter la même chose en même temps. Donc on aura l'illusion de penser et de bien penser, puisqu'on pensera le bien, les autres, bien sûr, ne pensent que le mal. Et ça, c'est un arrêt de la pensée. Alors que la pensée, c'est l'incertitude. Donc il faut avoir une représentation du monde, et qu'il faut avoir un interdit, et il faut avoir la possibilité de critiquer cet interdit. Alors à ce moment-là, on aura des débats, des disputes, on aura des rencontres, et on va créer des événements de la vie. La peur. Qu'est-ce que vous pensez de la peur? Qu'est-ce que c'est que ça? Mais s'il pose la question, c'est qu'il a une réponse. Non, c'était pour revenir à l'Apocalypse, parce que... Non, je vous demande ça, docteur, parce que c'est pour savoir. Il se trouve que j'ai une infirmité, hein, je ne me rends pas du tout, je suis né sans connaître la peur. C'est moi un sentiment, il y a deux sentiments que je ne connais pas, c'est la peur et la jalousie. Bon, j'étais en situation il est incurable. en situation d'être jaloux, c'est-à-dire j'étais malheureux, j'aurais tout. Mais comme le sentiment de propriété affective, non seulement ne m'intéresse pas, mais me dit rien. Et que la peur, qu'est-ce que c'est la peur? C'est bon, évidemment, je n'ai jamais eu peur de la mort, de ma mort, moi. Évidemment, je n'ai pas envie de perdre les gens que j'aime, simplement parce que c'est mieux quand ils sont là. Mais je perdrai en degré, je ne perdrai pas en nature quand ils sont morts. J'ai perdu beaucoup de gens. Et cette espèce de, je ne sais pas si c'est un gène, je ne sais pas si c'est... a toujours créé un décalage entre la représentation du monde qui m'est arrivé notamment dans ce catastrophisme qui c'est cet apocalypso... Psysme. Comment on fait psysme, hein, c'était pas... Ou titre. Apocalypse... Titre. Oui, tu me l'as dit, non. On fera mieux. Non, ce besoin, en fait, je crois, de légitimer sa présence sur Terre à travers la peur. C'est-à-dire ce besoin d'avoir peur. Je pense à un livre qui m'avait beaucoup frappé de Jean-Paul Escand, qui s'appelait Les marchands de peur,
qui expliquait on a loupé l'être humain civilisé, hein, bon, la société dans laquelle nous vivons, a loupé l'épanouissement par la spiritualité. Après, il a voulu par le matérialisme, il l'a loupé aussi. Par la transgression totale, tout est permis, il l'a loupé aussi. Et maintenant, il reste quoi pour exalter cette espèce d'ego d'être humain? La peur, cette espèce de jubilation morose que l'on voit dans tous les discours qui nous environnent, disant tout va mal, ça nous empire, regardez combien de pays sont en guerre aujourd'hui, regardez tout va mal. Tout. Or, ce discours qui est un discours, je dis, Aristophane en faisait déjà des parodies. J'ai eu la chance de faire du grec et d'étudier Aristophane dans le texte. C'est à mourir de rire, mais tout était là déjà. Tout était, tous les mensonges, les hypocrisies, les poses, les attitudes, ce besoin de régner en faisant peur. Donc, je vous posais cette question sur la peur, parce que, bon, aller voir un film qui fait peur, par exemple, ça, on prend, c'est pour évacuer nos peurs intérieures, nos peurs non formulées. On a en face de nous quelque chose, donc on a bonne raison d'avoir peur, et puis en plus, on sait que ce n'est pas vrai, donc c'est assez exaltant. Mais j'ai l'impression qu'une autre forme de peur a cheminé dans nos mondes d'information, c'est la peur de l'autre, la peur du différent, la peur du complot, la peur de toutes ces choses qui n'existent pas dans les sociétés tribales. Enfin, j'ai un petit peu voyagé loin de ce qu'on appelle notre civilisation. Cette forme de peur-là, de méfiance ou de contentement de ses propres angoisses, je n'ai jamais rencontré. Je crois vraiment que c'est un dérivé de nos sociétés de luxe. Et je pense, vous me direz si je dis n'importe quoi ou pas, je pense que nos peurs sont comme la pollution qui crée les pluies acides. C'est-à-dire que je pense que nos sentiments montent, se répandent et nous retombent dessus. Je pense que ça marche dans les deux sens. Hein. Les pensées d'harmonie, d'amour, ou les pensées de peur et de haine forment une égrégore au-dessus de nous qui nous retombe dessus. Et je sais que j'avais été très frappé il y a quelques années, c'était pendant la guerre du Golfe, la première, où tout le monde avait peur, on imagine. Et, enfin, je sais pas, mais la moindre intuition, puis un peu au courant, vous voyez bien que ce qu'on nous présentait comme la troisième armée du monde, c'était du pipeau, quoi. J'ai jamais cru à ce truc-là. Mais dès que je disais ça, je me faisais allumer, genre bon, je voyais plus personne, c'était plus simple. Et j'étais tombé sur un livre qui m'avait frappé en feuilletant. C'était une enquête américaine sur les médiums. J'aime pas beaucoup les voyantes, je suis un fou du libre arbitre, j'aime pas qu'on vienne me dire ce qui va se passer ou ce qui ne m'empêche pas de reconnaître des perceptions chez les gens qui sont, comme chez les animaux d'ailleurs, très troublantes par rapport à nos représentations habituelles de l'espace-temps. Et là, c'était des chercheurs d'université américains qui faisaient un programme étalé sur des années avec différents médiums qu'ils contactaient périodiquement autour de la planète pour prendre un petit peu la température peut-être de l'inconscient collectif de la planète, de la tendance. Et est arrivé un moment qui était dans les années 75-76, où tous ces voyants qui n'avaient pas de lien entre eux sortaient les mêmes visions quand ils se branchaient sur l'avenir de la planète. Et alors, c'était des cataclysmes, c'était les chars soviétiques qui envahissaient le monde, c'était les Chinois qui envahissaient le reste, c'était l'explosion nucléaire, etc. Et tout le monde avait des visions terribles. Et au bout d'un moment, on dit, bon, on a marre d'entendre tout ça, je vais faire un autre programme de recherche universitaire. Et il a un peu arrêté pendant 2 ans. Et puis un jour, il dit, tiens, qu'est-ce qu'ils deviennent, les médiums? Il rappelle, il leur dit, rebranchez-vous un peu sur l'avenir du monde. Ils en est où? Oh, ben, c'est curieux, je vois bien, il n'y a plus du tout ces visions-là. Plus du tout. Comme s'il y avait une espèce de nettoyage. Comme si, d'où cette idée que
ce que nous recevons indépendamment de l'information, indépendamment de la représentation du monde qui nous entoure, que nous renvoient les médias, est-ce qu'il n'y aurait pas cette espèce d'inconscient collectif que l'on capterait à un moment donné qui fait que plus de gens ont peur, ont l'angoisse ou la haine sur Terre, et plus on a tendance à le recevoir individuellement, et plus ça nous tombe dessus. Totalement. Totalement. Il y a 30 ou 40 ans, la psychiatrie était porteuse de ce que vous dites, c'est-à-dire que les psychiatres étaient des représentants de l'État pour faire régner l'ordre, et les patients mettaient dans leur délire et dans leurs hallucinations les thèmes de la culture. Par exemple, je suis un des derniers à avoir rencontré Napoléon. Maintenant, il n'y a plus de délire napoléonien. Maintenant, les gens font des délires de machines. On leur envoie des ondes, on les possède. La télévision participe à leur délire. Napoléon, on n'en parle plus. C'est-à-dire qu'ils sont porteurs, ces gens-là, peut-être par leur souffrance, par leur développement, je ne sais pas très bien, sont porteurs de ce qui caractérise les points fragiles de la culture, les points sensibles de la culture. Donc ils ont quelque chose à nous apprendre. Et en plus, les artistes ne sont pas loin de ces gens-là. C'est-à-dire que les artistes érotisent la peur. Et il y a une esthétique de l'horreur. Vous allez au Louvre et vous verrez comment l'horreur est transformée en beauté. Vous avez le radeau de la Méduse, avec les cadavres, la tête sous l'eau, un homme qui a les pieds coincés sous une planche pendant que le corps flotte sous l'eau, et pendant qu'un tout petit bateau s'en va au loin, ce qui symbolise le désespoir. Vous voyez les guerres napoléoniennes avec les cadavres gelés qui indiquent la direction. Donc vous avez une esthétique de l'horreur. Jérôme Bosch. Mais oui, lui en plus, Jérôme Bosch, il faisait rire. Moi j'aime bien Jérôme Bosch, mais vous avez raison, il portait quand même ce qu'on est en train d'essayer de mettre au clair, là, il portait quand même la sensibilité de sa culture. C'est-à-dire qu'on voit des possessions, des animaux qui mangent les hommes, des animaux qui attellent les hommes. Le monde appartient aux animaux et aux forces sataniques et fait faire aux hommes ce que les hommes font faire aux animaux, la revanche. Donc c'est vrai, mais il y a un humour dans Jérôme Bosch, comme il y a une esthétique dans l'horreur des guerres napoléoniennes. Alors je pense aussi que dans la peur, il y a un érotisme, il y a un plaisir d'avoir peur. Et on parlait des maléfices de la technologie qui nous apporte par ailleurs des bénéfices. Je crois qu'on peut tenir le même raisonnement pour la peur. Le maléfice de la peur, c'est qu'on a peur et que parfois ça nous rend malade, ça nous panique. Mais le bénéfice de la peur, c'est que ça nous unit et que beaucoup de gens ont besoin de la peur pour faire des couples. En temps de guerre, les couples tiennent bien parce que chacun compte sur l'autre. Dès que la paix arrive, les couples se séparent. Chacun a moins besoin de l'autre. Et encore actuellement, au Proche-Orient, on voit le Liban en temps de guerre, les couples étaient très solides. Il y a eu 17 ans de guerre au Liban. Les couples étaient très solides, les familles étaient très solides. Les divorces sont apparus avec la paix. Et la paix n'est pas la fin des problèmes. C'est-à-dire que la paix, c'est le surgissement d'une autre difficulté. Oui, pardon, juste un petit moment. Peut-être une autre hypothèse là-dessus, c'est que justement pendant la guerre, ils étaient souvent dans les abris. Les abris sont propices à des rencontres qui après auront généré des divorces plus tard au moment de la paix. Non, parce que ça c'était vrai. J'ai des exemples. C'était vrai pour la guerre de 40, ça. Mais au Liban, au Liban, les gens se réfugiaient chez eux ou dans leur cave, oui, dans les abris. Oui, d'accord. La cave, quoi. Disons qu'ils partageaient, ceux qui avaient des grandes caves vont accueillir. Mais il y avait des fêtes familiales en pleine guerre. Là. Cela dit, le danger. Mais là, je pense, c'est différent, Boris. Je crois que c'est le danger plus que la peur qui unit. D'accord, oui, d'accord, absolument. Il me semble que c'est l'exaltation de se dire, si jamais c'est le dernier jour, si jamais c'est le dernier. Bon. Oui, d'accord. Et de plus, la peur est souvent irrationnelle. C'est-à-dire qu'on peut très bien avoir peur d'un pigeon, qui n'est pas dangereux, et ne pas avoir peur du nucléaire, ou ne pas avoir... Par exemple, on a peur de la chimie, parce que la chimie évoque le fantasme du poison. Alors qu'on n'a pas peur de la voiture qui fait 11 septembre tous les ans en France. Tous les ans en France, on a l'équivalent de 11 septembre. Mais j'ai peur qu'il nous faille passer aux questions. Le carton vient de passer. Pour conclure, une petite conclusion provisoire,
Je pense, qu'est-ce qu'on fait de ce point d'interrogation de l'Apocalypse Now? Alors, moi, je crois qu'il faut en faire un point d'optimisme, parce que, si j'ai bien compris, le surgissement arrive après la catastrophe. Et comme on court à la catastrophe, l'avenir nous appartient. Oui. Je pense que de toute façon, les grandes catastrophes sont aussi derrière nous. Nous sommes le produit de catastrophes. Ah oui, totalement. Je veux dire, l'évolution de la planète, de la Terre et tous les génocides qui nous ont précédés. Donc nous sommes tous porteurs d'apocalypses passées. Nous sommes des produits de l'apocalypse. Et je pense que la conscience de ces apocalypses passées ou de ces apocalypses virtuelles, y compris celles que nous offrent les artistes, peuvent nous aider à cette prise de conscience qui évitera les apocalypses futures réelles. Voilà. On va vous passer la parole dans la salle. Est-ce que certains ont envie de poser des questions? Eh bien si. Bon, en tout cas, on peut déjà... Il y a plein de mains qui se lèvent. Un peu fort parce que... À midi moins 5. Je ne sais pas vous, mais c'était quand même pas mal. Je vous trouve tellement gentil vis-à-vis des trois monothéismes, alors que je trouve qu'ils portent une violence intrinsèque. Sacraliser, honorer le pôle patriarcal de l'humanité, parce qu'il n'y a qu'un archétype d'un Dieu le Père Tout-Puissant, à qui le règne, la puissance et la gloire, et inférioriser le féminin en humble Vierge Marie, servante du Seigneur. Voilà une violence intrinsèque. Et je crois que tous les monothéismes reposent sur le seul pôle mâle, inférioriser le pôle féminin et détruire l'ancienne déesse mère, supprimer l'ancienne déesse mère et la hiérogamie sacrée et l'éros sacré entre le masculin et le féminin. Je peux répondre? Oui. Vous avez tout à fait raison, je pense, madame. Sur le fond, je n'aurais pas employé ce mot-là. Je pense que c'est le système d'organisation de ces religions qui a abouti à cela, et non pas... parlons brièvement du christianisme. Quand vous parlez de la Vierge Marie, le dogme de la virginité perpétuelle, c'est quoi? C'est Concile de Latran, 6e ou 7e siècle, je ne sais plus. C'est vraiment très tard, et c'est une décision d'hommes célibataires, moines, tout ça, qui ont organisé à partir du message des actions de Jésus-Christ, qui est le plus grand féministe quand même, je pense, que la terre ait porté, quand on lit en tout cas les évangiles. Ces gens-là, ces hommes-là ont réussi à construire une religion excessivement misogyne, où la femme est mise à l'écart. Et de faire... attention, c'est pas qu'ils ont fait de Marie-Madeleine une pute, c'est-à-dire qu'à mon avis, on prend une pute car c'est un métier comme un autre, et c'est une action... et on montre que cette pute est plus digne d'estime que les autres femmes qui lui balancent des pierres. C'est ça le message important. C'est un message de prise de conscience que tous les interdits, les a priori qu'on balance sur les autres, il faut commencer par se regarder soi-même avant d'agir contre l'autre. Mais là dont je vous répondais particulièrement précisément sur les femmes, je suis d'accord avec vous, mais en localisant quand même le débat. Je prends l'exemple de l'Amérique latine, par exemple. J'ai écrit sur la Vierge de Guadalupe, qui est une figure centrale pour les catholiques comme pour les Indiens aztèques de la religion de la croyance au Mexique. Pourquoi? Parce que cette Vierge est apparue sur la colline sacrée de la déesse mère Tonantzin, cette religion aztèque où les hommes, les dieux étaient assoiffés de violence comme toujours, et où la présence féminine était la plus forte, était la fédératrice, celle qui avait raison de tous ces conflits et celle qui avait donné naissance aux hommes pour tempérer la violence des dieux. C'est magnifique. On est désolé de voir après que cette religion aztèque se soit suicidée par la pratique de sacrifices hallucinants, quand on voit le nombre
d'enfants que l'on sacrifiait au soleil pour qu'il se lève. Bon, ça, c'est un autre débat. Cette présence de la Vierge, telle qu'aujourd'hui encore, elle est vénérée par ces différentes religions. C'est-à-dire que vous allez à la basilique de la Guadalupe, vous avez les Indiens qui lui rendent un culte animiste et qui lui parlent comme à leur déesse Tonantzin, car c'est la même, car eux, ils ont compris que ce principe féminin donneur de vie était le même de religion en religion. Donc voilà, pardon, ma réponse a été un peu longue, mais vous avez raison sur la violence masculine de ces sociétés religieuses qui sont des sociétés de pouvoir comme les autres, mais il y a quand même quelques réserves. Attendez, on pourrait prendre une autre question pour sortir un peu de... Oui, j'aurais aimé prendre la parole. Oui. Je suis ici. Là, la dame en rouge. Ah oui. Pardon? On me demande de me lever. Alors, je n'ai pas spécialement une question à vous poser. J'ai été invitée, comme tout le monde ici, à participer au débat, dans ce qu'on nous a donné comme petit papier. Alors tout d'abord, merci pour la paix et l'amour que vous nous avez communiqué ce soir. C'était très agréable. Ma vision à moi de l'Apocalypse, eh bien, c'est celle que j'ai dans le livre de Velikovsky. Si vous l'avez lu, Mondes en collision. C'est comme ça que je vois l'Apocalypse. Il s'agit d'une révélation, je ne sais pas ce que ça peut bien vouloir dire. Mais ce que je sais en tout cas, c'est que pour moi, Dieu, c'est l'univers qui a une conscience et qui communique avec nous et qui nous demande de prendre soin de nous-mêmes, des autres et de la planète. Merci. Merci. Par là, s'il vous plaît. Est-ce que vous ne pensez pas que toutes les religions viennent de la même source et que l'unité de l'humanité se trouve dans ce message d'amour? La source véritable de la religion, c'est l'amour, dont elles sont toutes été utiles à l'avancement de la compréhension de l'humanité, et qu'il n'y a pas, disons, de conflit. Il ne devrait pas y avoir de conflit entre les religions. Il faut demander au père Didier va vous répondre. Mais monseigneur, c'est à vous que la question s'est posée. Oui, il me fait peur. Là. Écoutez, ça c'est encore un très vaste débat. Il est évident que lorsqu'on lit le Coran, le Nouveau Testament et la Torah, évidemment on se rend bien compte qu'il est question de la même chose, avec des refus de reconnaître que c'est la même chose. Alors là, ce sont on est du domaine de la foi, dans la chose où on ne peut pas apporter de jugement pour moi, si ce n'est que... Prenons un exemple, la 4e sourate du Coran précise que Jésus est Verbe de Dieu, envoyé par Dieu à la Vierge Marie, Esprit de Dieu, etc. Que pour les talmudistes, notamment, ou pour la Kabbale, Jésus est le degré supérieur, le makwam, c'est le degré de spiritualité des prophètes, et il a le plus haut. Le problème, c'est qu'il y a après des causes de divorce. Les musulmans disent Dieu est infiniment bon, il ne peut pas avoir accepté de tuer son fils, que son fils meure. Donc il y a un problème, c'est que ce n'est pas lui. Et les Juifs disent c'est un prophète, ce n'est pas le Messie, l'envoyé, le Fils de Dieu doit venir après. Bon, comment vous dire, évidemment, il est question d'amour dans tout cela, car ce qui ne change pas, c'est le message de Jésus, là, tout le monde est d'accord là-dessus. Donc, c'est pas moi qui vais régler ce soir, même si vous m'avez délégué cette charge, merci, sympa. C'est pas moi qui vais régler les querelles de religion, si ce n'est que
durant toute l'histoire, il y a quand même eu beaucoup plus d'efforts déployés de part et d'autre pour creuser les clivages et fabriquer les conflits que pour mettre en évidence les ressemblances. Oui, bonsoir, merci. Je voudrais d'abord m'excuser de la... Je pense que je vais être confus. Voilà, mais bon, je vais essayer quand même. Alors soyez-le brièvement. D'accord. Si j'ai bien compris, me semble que Boris Cyrulnik disait que, d'une certaine manière, avoir des repères, ça pouvait amener à quelque chose de dangereux, d'obtus, puisque ça enfermait les gens dans des convictions et ça pouvait créer des conflits. Mais il me semble que nous sommes dans une société, vous parliez de communication, où finalement où il y a de la dispersion de plein de choses, de communication, il y a peut-être un trop-plein, et donc une perte de repères. Et donc, où se situe finalement la vérité? Est-ce qu'on doit ne plus avoir de repères? Et le repère, c'est nous-mêmes, et peut-être on va en arriver à la religion chrétienne, enfin à la religion où le maître mot c'est l'amour, et peut-être que l'amour il est en soi-même, il n'y a pas fort besoin. Il n'y a pas besoin peut-être de religion, mais juste essayer de trouver cet amour en soi. Voilà. Est-ce qu'il faut trouver un repère en soi finalement ou ailleurs dans les sociétés, quoi? C'est ça la question en gros, quoi. D'accord. Je n'ai pas très bien compris votre question, mais je vais clairement y répondre. Faut-il un repère de... Voilà, j'ai un repère, puisque vous êtes là et qu'on s'est serré la main tout à l'heure, c'est dire qu'on se connaît bien. Je ne peux répondre à un monde que s'il a une clarté. Si mon monde est confus, pourquoi être là plutôt que là? Pourquoi être debout plutôt que couché? Pourquoi être mort plutôt que vivant? Donc je suis contraint à donner une clarté à mon monde. Mais le monde que je perçois est une construction qui vient de mon développement, de notre relation et des récits qui nous entourent. Donc on peut tout le temps le remanier. Et c'est pour ça qu'on passe notre temps à le remanier par les religions, par les histoires, par les philosophies et par les romans, par tous les producteurs de discours qui nous permettent de remanier le monde. Il faut donc des repères et il faut donc changer de repères. S'il n'y a pas de repère, je suis confus. S'il n'y a qu'un repère, je suis pétrifié. C'est-à-dire qu'il n'est pas nécessaire d'être mort pour ne pas être vivant. Il y a des tas de gens qui ne sont pas morts et qui ne sont pas vivants, les réciteurs. Donc je pense que, voilà ma réponse, hein, je crois quand même que j'ai un peu compris votre question, c'est-à-dire que sans repère, je ne peux pas vivre, je ne peux pas me comporter dans ce monde, et avec un seul repère, je ne peux pas vivre non plus. Donc je suis contraint à la mobilité, au débat, au conflit, à la conviction, à la lecture, aux rencontres, au voyage, et c'est ça qui fait de la vie. C'est ça qui produit la vie dont on est peut-être en train de priver les jeunes occidentaux. Parce qu'on est en train peut-être de les éteindre avec ce sel et cette stimulation dont on est en train de parler. Il y a une question là-bas. Bonsoir, merci, vous êtes passionnant. Je voulais revenir sur la question de la pulsion de mort et de vie. Je fais partie d'une génération, j'ai 35 ans, qui n'a jamais connu de guerre, et pourtant les désastres intérieurs, enfin le cataclysme est total. Et je voulais savoir, récemment, M. Cyrulnik, vous aviez évoqué le fait que le taux de suicide aux États-Unis avait considérablement baissé depuis le 11 septembre. J'aimerais savoir si vous faites une corrélation entre l'état de guerre et la paix intérieure, enfin, pour être clair, le sens de la vie quand on est dans la survie ou dans la guerre. Alors, après le 11 septembre, effectivement, il y a eu des statistiques qui ont été faites, et après le 11 septembre, l'étonnement des statistiques, c'est que le taux des suicides aux États-Unis n'a jamais été aussi bas depuis le premier suicide, c'est-à-dire l'épidémie de 1929. C'est-à-dire qu'il y a eu l'épidémie de 1929, à partir du... Vous y étiez? Il y était. Non, pardon, j'ai une autre réponse à cette statistique qui est plus brutale et plus schématique. C'est que depuis du 11 septembre, dans 7 États américains, la tentative de suicide est un crime. C'est-à-dire que si vous vous ratez, vous allez en prison pour homicide volontaire contre vous-même. Alors ça, c'est l'explication qui était celle des Italiens et des Français il n'y a pas longtemps. Hein. Mais tous les gens qui ont été aux États-Unis depuis le 11 septembre, à New York depuis le 11 septembre, disent que l'ambiance quotidienne a quand même changé. Les New-Yorkais ne se parlaient pas
avant le 11 septembre. Dès l'instant où ils ont eu une grave blessure, ils se parlent et ils ont changé leur mode de vie au quotidien. Et que quand on se parle, on diminue le taux de suicide. C'est aussi simple que ça. Il y a des pics de suicide qui sont les moments de solitude. Noël, la fête des mères, le lundi matin. Noël, quand on a une famille, c'est déjà difficile. Et quand on n'a pas de famille, c'est encore plus difficile. La fête des mères, les femmes et les hommes ou les gens qui se sentent seuls ce jour-là, se demandent pourquoi ils vivent, pourquoi ils sont sur Terre. Et le lundi matin, quand on a passé son dimanche tout seul, alors que les autres avaient donné l'impression de vivre. Donc ce que vous dites est une explication, mais la vie quotidienne a quand même beaucoup changé à New York, peut-être pas dans l'Amérique centrale, enfin dans le centre des États-Unis, mais à New York, la vie a quand même changé parce qu'il y a des phénomènes de parole et solidarité qui se sont mis en place et qui n'existaient pas avant. Le problème, c'est pas d'en conclure qu'il faudrait une bonne guerre pour que les gens se parlent. Le problème, ça serait d'en conclure qu'il faudrait qu'en temps de paix, on prenne conscience de nos points faibles de façon à pouvoir mettre au point nous-mêmes les mécanismes de compensation. Ce qu'on est en train de faire ce soir, c'est un mécanisme de compensation. On se rencontre, on crée un événement, on va aller boire un pot tout à l'heure. Donc tout ça, ça crée de la vie. Alors que si on n'est uniquement centré sur la fonction, ce qui était le cas des New-Yorkais il n'y a pas avant le 99, les résultats fonctionnels sont bons, sont même très très bons, au prix de l'humanité. On ne se parle plus, on ne se rencontre plus, il n'y a plus ces étonnements, il n'y a plus cette poésie, il n'y a plus ces énigmes, on est dans la fonction. Il faut que ça rende et que ça aille vite. Et c'est vrai que ça rendait et que ça allait vite, au prix d'une grande partie de l'humanité. Donc là, ils ont été obligés de redécouvrir qu'il faut aussi perdre son temps à parler si on veut gagner sa vie. Pas seulement avec de la monnaie, mais en fabriquant de l'humanité. Donc voilà, ce que je veux dire, c'est qu'à l'occasion de ces catastrophes, au sens étymologique, le 11 septembre, c'est une catastrophe. C'est-à-dire c'est coupé et après on parle autrement. Donc c'est un changement. Eh bien, ça nous fait comprendre qu'il faut qu'on essaie de le faire avant la catastrophe. On va prendre peut-être une dernière question vu l'heure. On doit libérer la salle. Oui. Je suis là. Je veux bien croire que d'échec en échec, nous allons vers la victoire. Je suis là. Bon. Mais je m'étonne beaucoup que vous n'ayez pas abordé le problème de la mort. C'est-à-dire qu'en tant qu'être vivant, moi, mon apocalypse, c'est la mort. Et cette peur de la mort, faut pas rigoler quand même. Elle est au fond de nous-mêmes. Et vous l'avez évité pour moi ce soir. Hein? Je me suis permis d'en parler uniquement dans mon cas personnel, qui fait que je ne l'éprouve pas en ce qui concerne ma mort à moi. Le rapport à la mort est quelque chose, peut-être une des choses les plus intimes dans chaque individu. C'est fondé avant tout sur une prise de conscience que, nous dit-on, les animaux n'ont pas, mais bon, il y a d'autres exemples. Hein, on voit bien comment certains animaux se comportent face aux cadavres de leurs congénères. Évidemment que la mort est inéluctable avec la vie. Donc, si on pense qu'il n'y a rien après la mort, pourquoi s'en faire? On dit, on va tuer le temps jusqu'à ce moment-là ou feindre de l'oublier. Si on pense qu'il y a quelque chose après la mort, on va préparer cet après du mieux qu'on peut, suivant les valeurs ou les foi que l'on a. Mais qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Cette idée, quand même, elle est assez neuve, cette idée que la mort est une défaite. Si je vous ai bien suivi, vous disiez de défaite en défaite, on vient vers la victoire. Ça n'est pas chez les Grecs, ni chez les Égyptiens. C'est pas chez les Égyptiens. À chaque fois, il y a cette dimension du voyage, de l'après, ce pays de l'imaginaire que nous devons peupler pour construire notre vie en fonction de l'image que l'on a de la mort. Je pense que chez les écolos, c'est pire parce que
si c'est la fin de la vie sur Terre, ça prend une dimension bien plus grande et bien plus forte, et la peur est encore plus aiguë. Mais il n'y aura jamais la fin de la vie sur Terre. On sait qu'il y a des bactéries qui vivent dans les volcans. Oui, de l'homme, mais l'homme n'est pas la vie sur Terre. On sait très bien que les scorpions résistent aux explosions nucléaires. Voilà, ça prendra un autre chemin si jamais un jour ça se produisait, ce à quoi je ne crois pas. Mais comme la mort des dinosaures, ça a été l'épanouissement des mammifères dont nous participons. Bien sûr. Et que... Il y aura peut-être quelque chose de formidable qui viendra grâce à notre mort, et peut-être que dans une autre dimension de la conscience... Il y aura des bactéries spirituelles. Ouais. Voilà, juste une dernière chose par rapport à ça. Un des films qui évoque de manière la plus à la fois crue, décalée et, je dirais, généreuse, l'Apocalypse, pour moi, c'est Docteur Folamour de Kubrick. Et qui nous montre comment... Alors ça, c'est hautement vraisemblable, c'est-à-dire ce scénario que les gens qui peuvent appuyer sur le bouton pètent les plombs, et on en fait une espèce d'ouvrage où le cynisme et le baroque, où l'humour et la brutalité se mêlent. On a fait l'expérience dans une université américaine, et vous savez que les caméras à positron là, qui permettent de voir ce qui se passe dans le cerveau, de mettre des couleurs pour quand on rit, quand on a peur, quand on... Et sur des panels de population, notamment sur des grands angoissés, des gens qui avaient une peur de la mort terrible, une peur de la guerre, et l'extraordinaire bienfait qu'a fait ce film, c'est-à-dire qu'ils étaient tout le temps en position, comme les autres, de rire, de regarder en face, et en sortant de là, ils n'avaient plus peur. Je pense que ce qui nous fait peur, c'est ce qu'on ne regarde pas en face. J'ai écrit un livre que le hasard a fait ça s'appelle La vie interdite, qui raconte, le personnage meurt à la première phrase et raconte tout ce qui lui arrive après, durant sa mort. C'est peut-être dans ma pauvre vie une des choses, j'aime pas employer le mot fier, mais dont je suis content, c'est le bien qu'a fait ce livre par rapport aux gens qui avaient peur de la mort, parce qu'ils ne la regardaient pas en face, qu'ils ne la lisaient pas dans une œuvre de fiction, et qu'ils se refusaient de faire ce voyage. Et dès le moment où on fait un voyage en imaginaire, quel qu'il soit, on a exploré la nuit avec une lampe de poche, et donc je crois qu'on a moins peur du noir. La dernière question sera pour Patricia Ricard, parce qu'on n'a plus le droit de dépasser. Merci beaucoup. Non, juste dans un petit article américain, il y avait un petit journaliste qui expliquait un truc tout bête. Il expliquait qu'en fait, si George W. Bush n'était pas vraiment écolo et pas vraiment tranquille, c'est peut-être parce qu'il suivait le scénario de la Bible à la lettre. Donc on en aurait eu un apocalypse, donc il faut que ça saute, il faut tuer tout le monde, et parce qu'après ça ira mieux, quoi. Donc son côté catholique intégriste, en fait, en bon garçon, il respectait le scénario, quoi. Donc je voulais savoir si, est-ce que humainement c'est possible de penser que quelqu'un soit à ce point religieux que ça justifie son quotidien de façon aussi démentielle pour le reste de la planète. Et l'autre chose, c'est si j'étais la voisine de Monsieur Bush et vraiment ça me posait un problème de vivre à côté de quelqu'un qui est quand même un petit peu à l'aise avec le reste de l'humanité, si je l'emmenais chez vous, Boris, vous me conseilleriez quoi comme relationnel? Est-ce qu'il faut l'engueuler? Est-ce qu'il faut lui parler doucement? Si je voulais juste essayer de l'amadouer un petit peu, juste pour que ça devienne un peu vivable, la cage d'escalier, vous me conseilleriez quoi? Prier. Prier. mais priez plus fort que lui, quoi, pour le faire taire. Non, je crois que si je peux me permettre de parler, on va faire le numéro du psychanalyste. Il se trouve que je l'ai eu comme personnage dans mon dernier roman, George Bush, donc j'ai essayé de me mettre à sa place. Je peux vous dire que j'ai connu des voyages plus agréables. Mais non, il y a cette croyance très forte que il faut, pour qu'il y ait le retour du Messie auquel ces gens-là croient avec beaucoup d'énergie, il faut qu'il y ait l'antéchrist. Voilà, donc il faut un antéchrist. Et il se passe une chose absolument terrifiante aux États-Unis en ce moment, qui me met très mal à l'aise parce que j'ai cru que je l'avais inventé quand j'ai écrit l'évangile de Jimmy sur le clonage de Jésus à partir du sang du linceul de Turin. Je pensais vraiment que c'était un délire d'écrivain.
Et puis il y a des sectes aux États-Unis qui aujourd'hui lancent des appels d'offres sur Internet pour acheter à n'importe quel prix les fibres du Saint-Suaire, avec ce sang qu'on pense être celui de Jésus. Il y a un marché noir de ces fibres aux États-Unis. Et en fait, il y a des sectes qui disent même, évidemment, on clonera un génome incomplet et ainsi on aura l'antéchrist. Et la route sera ouverte pour le prochain Messie. On pourrait juste être consterné ou ricané, mais quand on voit les moyens financiers, humains à disposition de ces gens, quand on voit le nombre de donneuses d'ovules et de mères porteuses volontaires de ces sectes pour donner vie à cet avatar de Jésus, et il y a de quoi frémir, quoi. Mais voilà, et c'est pas George Bush qui est aux commandes, mais disons qu'il y a un climat général aux États-Unis qui encourage ces choses-là, qui étaient quand même beaucoup moins pensables au temps de l'ère Clinton. C'est pourquoi, si jamais vous vous retrouvez voisine avec lui, oui, on aura des choses à dire. Il vaut mieux changer de cage d'escalier, en fait. Oui, vous le poussez un petit peu. Bon, mais merci, on est obligé d'évacuer les lieux. Et bon festival. Alors, les évacuer moyennement jusqu'à l'espace librairie, puisque si on veut connaître ce qui va arriver après le clonage de Jésus, c'est dans l'évangile de Jimmy. En plus, c'est vrai. En tout cas, merci parce que...